Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès à Innovation. Accès à Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Mon nom est Émile Demers et cette semaine, nous sommes accompagnés d'un invité très spécial, fort probablement récurrent, on l'espère, Samuel Lemieux. Bonjour, bonjour. Tu peux même utiliser un petit jingle? Ouais. Donc, là, vous remarquez justement avec le jingle d'intro, pas le jingle d'intro, mais l'applaudissement d'introduction à Sam, qu'on s'est doté de certains setups avec une caméra, des lumières, des beaux micros. Donc, c'est un peu un essai, là, fait que c'est notre premier essai. Puis, ce qu'on aimerait faire, ça serait en refaire dans le futur avec une certaine récurrence. Donc, vraiment un peu s'éloigner, peut-être pas s'éloigner, continuer de faire des entrevues avec des gens qui font des maîtrises et tout ça, mais avoir de quoi de récurrent entre moi et Sam. Là, je parle, puis le monde, ils te connaissent peut-être pas. Peut-être qu'ils connaissent. Fait que, veux-tu te présenter? Ben oui, je peux me présenter. Puis il faut se le dire, nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. Moi et Emile, en fait, on allait à l'école primaire ensemble. Puis on a fait pas mal de notre parcours. Je dirais, on s'est rejoints au secondaire. Puis après ça, on a fait les deux le bac en génie mécanique à l'Université Laval. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Puis on a une bonne complicité. Fait que je pense que ça va être le fun de faire ce petit projet-là ensemble. Fait que, comme je disais, moi, de mon côté, je fais le bac en génie mécanique à l'Université Laval. Puis, j'ai travaillé pendant quelques années là, en automatisation, en usinage. Fait que vraiment un rôle d'ingénieur mécanique, un peu de robotique. Puis, dernièrement, j'ai changé. Je suis plus en projet dans le domaine spatial. Fait que c'est une nouvelle aventure pour moi. Puis, sinon, à part ça, je m'intéresse à toutes sortes de sujets de la science et du génie. Fait que c'est pour ça que je suis bien excité d'être là aujourd'hui. Ouais, je pense je pense que dans ta personnalité, peut-être que moi, je suis un petit peu. Moi, j'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais je pense que toi, une affaire qui est vraiment intéressante, c'est que tu as une mémoire incroyable pour te rappeler de plein de détails qui t'intéressent. Les affaires qui t'intéressent, comme tout le monde, tu les oublies, mais les affaires intéressantes, tu t'en souviens, fait que j'ai hâte de voir comment tu vas pouvoir amener ça. Tu sais, j'ai regardé, on s'est fait des petits plans de match. Je vais vous parler d'ailleurs des sujets, là. Très bientôt, mais on se fait des petits plans de match, puis la section à Sam, je comprends pas parce qu'il y a comme rien, puis ma section est pleine et genre remplie d'affaires, là. Il y a tellement du stock, j'ai vraiment trop mis d'affaires. Donc, premièrement, un petit peu de housekeeping, peut-être avant d'aller plus loin. Le dernier épisode est l'épisode 8 sur la 5G avec Philippe Bourgault, donc allez voir ça si vous n'avez pas eu le temps. C'est le premier épisode, justement, il y a 2 semaines, plus électrique. J'aimerais de plus en plus essayer de faire de la variété. Donc, comme vous avez pu remarquer, à peu près à chaque épisode, on essaie d'introduire quelque chose de nouveau. Donc, cette semaine, c'est ça. La semaine dernière, l'électronique sur la 5G, on parle des transistors à la taille d'atomes. On parle d'électronique, de conception électronique en général, la conception de puces. Donc, allez voir ça. Il y a aussi, j'ai enregistré récemment un épisode spécial, mystère, que je ne vous parlerai pas tout de suite. On est encore en attente de confirmer là, si c'est correct de publier l'épisode. Donc, j'attends avant d'en parler. Et surtout, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes à emile.demers.1@hotmail.com, mon courriel personnel. Et puis aujourd'hui, donc le sujet, on a 2 sujets aujourd'hui. Ça va vous présenter un peu la structure qu'on aimerait faire. Donc premièrement, ou deuxièmement, donc le bras canadien et le système IMAX. Donc ce sont des inventions canadiennes. Oui, faut le dire en fait parce que c'est un peu ça la thématique de l'épisode. On voulait des inventions qui sont purement canadiennes. Donc effectivement, bras canadien, format IMAX, 2 bonnes inventions canadiennes. Exactement. Fait que là, on va voir peut-être si on aime ça, tu sais, puis c'est sûr que je pense qu'on va aimer ça, mais si on continue, quand on va continuer, j'ai hâte de voir vers quoi on va se tourner. Je pense que je veux pas qu'on se... Je sais pas ce que t'en penses, mais je veux pas qu'on se fie juste aux Canadiens parce qu'il y a tellement des inventions, des innovations. Je pense pas. Effectivement, je pense qu'on peut, on peut vraiment explorer toutes sortes de choses. Je pense que le fil conducteur de ce podcast-là, c'est vraiment l'innovation puis la science en général. Là, les inventions canadiennes, je pense que c'est important des fois de prendre le temps de regarder un peu ce qui se fait chez nous puis réaliser que c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe finalement l'innovation. Il y en a dans notre cours. Ça va être très intéressant. Donc, maintenant, Sam, je t'ai teasé avant le début de l'épisode sur ça, le choix de l'ordre. Pour déterminer l'ordre qui va commencer entre le bras canadien ou le système IMAX. Donc, moi, je fais le système IMAX, Sam, le bras canadien. On a notre ami Alexandre derrière la caméra qui nous a préparé, Sam, un sujet. Pas un sujet, mais un objet ou quelque chose. Dans le fond, il faut falloir déterminer le prix un peu approximatif de ça. La personne... Donc, la personne, parce que je sais que moi, j'adore les jeux en général, pas juste les jeux vidéo, mais les jeux en général, puis je sais que toi, t'aimes le gambling. Fait que oui, effectivement. J'ai exploité cette faiblesse-là de toi. Non. Fait que Alex va nous dire un objet, on va essayer de déterminer le prix
un par un. Puis, à la fois, la personne qui est plus proche du prix, on peut dépasser, là, c'est pas comme un Price is Right. La personne qui est plus proche du prix décide qui va en premier. OK. Fait que pour introduire un élément Ok, d'imprévisibilité. fait qu'il y a un peu de football aussi là, au début, là, quand il kick-off, le head or tail, puis là, tu peux choisir si tu laisses l'autre équipe commencer. Fait que- Exact. OK, fait que gambling, jeu, sport. Ouais, C'est exactement. bon. OK, Ouais, alright. c'est ça. Ouais. Fait que, Alex, c'est quoi le sujet? Bon, parfait. C'est une innovation qui est plus au niveau mondial. C'est en Turquie. C'est le plus long pont en suspension OK. au monde. Puis dans le fond, c'est une construction que entre ces deux tours, il y a 2 km, mais sur toute sa longueur, il y en a encore plus. Et j'aimerais savoir le prix de ça. Fait que c'est une infrastructure, en fait. C'est ça, Ouais, notre... c'est sûr. Fait que ce que vous voyez pas de l'autre côté de la caméra, c'est notre beau technicien Alexandre qui nous a énoncé un problème. Donc, ça serait un pont en Turquie, c'est bien ça? C'est le pont le plus long du monde. Le pont le plus long du Le monde. pont en suspension le plus long au monde. Puis, est-ce qu'il faut dire en dollars canadiens ou en dollars américains? Là, j'allais vous dire, dans le fond, c'est en euros. En euros. Oh my OK. god. Alright. Est-ce qu'on peut savoir quelle longueur qu'il a? Donc, entre ces deux tours, il y a 2 km. Mais tu sais, avec tout les tabliers et ces affaires-là, c'est plus long que ça. Là. Je pense Ok. que c'est en pied, c'est 15 000 pieds. Donc, les deux tours sont espacés de 2 km, mais le pont est plus long que ça. Alright. Je peux me lancer. Bon, on parle beaucoup d'infrastructure ces derniers temps. On parlait d'un tunnel. Le troisième lien. Troisième lien, effectivement. Donc là, on parle d'un projet de quelques milliards. Là, c'est un tunnel versus un pont suspendu. Ça serait dur à comparer. Je vais me lancer. Je vais dire En euros, oublie pas. en euros. OK. 8,5 milliards d'euros. OK. J'ai aucune idée. Bon, fait que moi, je vais dire... T'as dit 8,5 milliards d'euros? Ouais. Moi, je vais dire... non, je vais dire... ouais. Je vais dire... je vais essayer 12 milliards d'euros. Je sais ça, j'ai aucune idée. Puis... La réponse était 2,5 milliards. Oh! 2,5 milliards la Shit. réponse. OK. Bon. Mais c'est parce qu'on l'a estimé pour le contexte québécois. Là. C'est pour ça, Ouais. avec les Ouais, dépassements de coûts et tout. Là. Ouais, ben oublie pas le bouclier anti-inflation. Ouais, Avoir notre chèque de 500$ pour s'acheter un PC. Fait que- à venir dans Ouais. Accès Innovation. Bon, fait que je vais commencer. Donc, tu décides qui commence, fait que commence. Je décide, Parfait. oui, effectivement, je prends le lead. Écoute, je suis un homme fonceur, fait que je vais commencer. Nice. All right. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de parler du bras canadien. Est-ce que tu connais le bras canadien, Émile? Ben, la seule chose que... Je connais deux choses du bras canadien. Premièrement, je sais que ça vient du Canada. Je connais que notre ami Philippe Bourgault, qui était à l'épisode 8 d'Accès Innovation, m'a déjà parlé, je pense, de possiblement aller travailler pour des entreprises qui étaient reliées au bras canadien. Fait que Ok. c'est tout ce que je connais du bras canadien. Je sais que c'est dans l'espace aussi. Effectivement, intéressant. Bon, le bras canadien, faut savoir que c'est quelque chose qui date quand même. Là. Il y en a eu 3. Donc, moi, je vais te parler de trois bras canadiens différents. Pas 3 unités, mais bien 3 modèles. Ok? Donc, en anglais, le Canadarm, un beau mot valise Canada et Arm pour le bras. Donc, le Canadarm 1, c'est le premier bras canadien qui a été fait. Donc, on parle de quelque chose qui s'est fait dans les années 70 à peu près. En fait, il faut savoir que en 1969, la NASA a invité le Canada à participer au développement de la navette spatiale. Donc, on connaît tous un peu la navette spatiale. Puis, la NASA voulait que le Canada contribue. À ce moment-là, ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que le Canada pourrait apporter à ce projet-là. Mais c'était important quand même pour les deux pays de se rapprocher sur ce programme-là. Donc, en fait, comme je disais, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait, mais on savait que le Canada avait une bonne expertise en tout ce qui est manipulateur puis robotique. Parce qu'en fait, il y a une compagnie qui s'appelle DSMA Atom. C'est une compagnie qui faisait déjà des bras robotisés, qui était capable de manipuler des piles de combustible nucléaire. Tout ça, on parle en quelle année, excuse-moi? Tu disais 1969. 69, ok. 1969 à genre 1975. Puis ce bras-là existait déjà, en fait. Donc, il faut savoir que dans une centrale nucléaire, c'est des piles combustibles, c'est des genres d'espèces de tiges d'éléments qui est radioactif pour alimenter les centrales nucléaires. Puis, quand une pile a été complètement utilisée, elle doit être amenée, parce qu'elles sont dans des genres de grosses piscines, elle doit être amenée de la piscine de piles en fonction à une autre piscine qui sont les piles qui sont utilisées, qui doivent
terminé. Là, Exactement. Donc, on s'entend que c'est pas un scaphandrier qui descend dans la piscine d'éléments radioactifs pour aller chercher ça. Donc, il avait inventé un robot qui prend vraiment la pile puis qui l'amène dans l'autre bassin. Donc, tout ça pour dire que le bras canadien, c'est ça son inspiration. C'est ce fameux robot-là qui avait été développé par DSMA Atom. Donc, une fois qu'on savait ça, c'est en 1975 que le Conseil national de recherche du Canada et la NASA, ils s'entendent finalement pour dire, OK, on va développer un bras robotisé. C'est le Canada qui va s'en occuper. Puis on va l'appeler Canadarm. Ce mandat-là a été confié à une compagnie qui s'appelle Spar Aerospace, donc une compagnie canadienne. Puis à ce moment-là, on voulait 3 modèles. Donc on voulait 3 unités du bras. On voulait un engineering model, un modèle de qualification pour les tests, puis un modèle flight. Ça, je vais t'expliquer un peu c'est quoi. Mais avant, j'ai une question. Excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. C'est quoi le lien avec la compagnie DSMA que tu as parlé avant d'abord et la nouvelle compagnie, vu que là, c'est une nouvelle entreprise? Justement, il n'y en a pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a pris une compagnie qui avait déjà fait de quoi d'intéressant, on s'en est seulement inspiré, mais c'est pas cette compagnie-là qui a vraiment développé le bras canadien. On a vraiment fait un spin-off, puis on a fait à peu près la même chose, mais dans une autre compagnie. Fait qu'ils ont comme juste, dans le fond, les États-Unis ont juste regardé l'offre de tous les pays, puis ils ont vu que le Canada avait une entreprise qui avait fait ça, puis ils ont dit, on va juste, vu que les Canadiens sont capables de le faire, ben une autre compagnie canadienne va être capable de le faire aussi. Faut savoir que dans ces années-là, il y avait beaucoup de politique dans la course à l'espace, puis c'était important pour les pays de l'Ouest de montrer qu'ils étaient capables d'aller plus vite que l'URSS. En fait, puis c'est ce qui a motivé beaucoup de programmes spatiaux à avancer puis développer des choses. Puis à ce moment-là, le Canada et les États-Unis étaient des très bons alliés. Puis les États-Unis voulaient que le Canada participe au programme. Donc, comme je disais, il y a eu 3 unités. Il y a eu un engineering model. Fait que ça, en fait, c'est l'équipe d'ingénierie, quand ils développent le système, ils vont créer ce qu'on appelle un engineering model. Fait que c'est un modèle qui est exactement ce qu'on veut faire, mais qui va pouvoir être manipulé avec une certaine considération moins grande que le modèle qui va vraiment aller dans l'espace. Fait que c'est un peu une copie pour la conception. Ouais, un genre de prototype, là, carrément. Ouais, à peu près. Puis lui qui va dans l'espace, on l'appelle le modèle flight. Puis le modèle flight, lui, il faut faire extrêmement attention parce que si, je sais pas, tu endommages un fil, par exemple, ou tu fais une décharge électrostatique dans le modèle, puis après ça, dans l'espace, il ne fonctionne pas, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on travaille en parallèle. On a 2 unités qui sont des jumeaux, si on peut dire. Puis entre les deux, il y a un modèle de qualification. Le modèle de qualification, à quoi il sert? C'est pour les tests environnementaux. Fait que, par exemple, on va prendre le bras, puis on va le mettre dans des salles sous vide ou des tests de vibration, toutes sortes de tests de qualification pour voir si le modèle flight pourrait survivre. Donc, c'est un modèle qui peut servir à ces tests-là. Puis, pourquoi on en veut un, c'est si jamais il arrive quelque chose ou il y a un dommage qui est causé, ton modèle flight est encore correct. Là, ouais. Tu l'as pas abîmé. J'ai une question, par contre. Tu as parlé, en fait, c'est plus un commentaire, mais tu as parlé tantôt que le modèle vraiment qui va dans l'espace, c'est important d'éviter tout bris avec ça. Puis tu l'as dit rapidement, mais je connais la raison, mais peut-être que tu pourrais l'expliquer. Pourquoi on accorde une autant grande importance à ce qui va aller directement dans l'espace? Je pense que c'est parce que c'est que ça peut pas vraiment revenir. Là. Ça revient en scrap. Là. Effectivement, on l'a vu dans plusieurs missions spatiales. Là, quand on regarde le télescope Hubble, par exemple, là, il y a eu un bris sur ce télescope-là. Puis il a fallu qu'il y ait des astronautes qui aillent le réparer. Il me semble. Ma recherche ne portait pas sur Hubble, mais il me semble que c'est ça. Il y a une mission qui était partie spécifiquement pour le réparer. Donc, on s'entend que ça coûte très cher là, si jamais il y a un bris dans l'espace pour aller réparer ça. Puis, alors que souvent, c'est tu as juste à prendre des considérations quand même assez simples sur Terre. On s'entend faire attention aux décharges électrostatiques, faire attention que les câbles ne sont pas trop pliés, des choses comme ça. Puis, c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention à comment on manipule les modèles flight. Puis, quand ils vont dans l'espace après ça, t'as un peu le cœur net. Là. Ouais, OK. Fait que c'est quelque chose qui est quand même commun dans l'industrie. Donc, si on continue, en fait, le bras canadien, c'était Spar qui avait le mandat de le faire, mais il y a eu des contrats donnés à toutes sortes d'entreprises canadiennes, dont CAE, qui est une compagnie montréalaise, c'est pour ça que je l'ai souligné. Eux, ils ont été en charge de faire tout ce qui est le panneau de contrôle du robot. Fait que l'élément qui permet d'actionner le robot, voir son statut, avoir de l'information. Mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes de compagnies qui avaient des mandats sur des sous-systèmes. Donc ensuite, la première unité, elle a été livrée en 1981. Donc, le premier bras vraiment fonctionnel qui était embarqué dans une navette spatiale, 1981, on parle de 5 unités produites au total. Sur les 5, important de noter qu'il y en a une qui a été détruite avec un fameux incident. Quel incident?
la navette Challenger. Donc, OK. tout le monde connaît un peu ouais. le nom, mais c'est la fameuse navette qui a mal été. Cet incident malheureux où que la navette s'est détruite. Donc, on a perdu un bras canadien à ce moment-là. Ensuite, il y a un autre élément qui a été assez problématique, c'est en 2003, la navette Columbia. Donc, celle-là, quand elle est rentrée dans l'atmosphère, en revenant, elle s'est désintégrée. Puis, il s'est rendu compte plus tard que ça avait été à cause d'un dommage sur le bouclier thermique de la navette. Mais attends, excuse, mais là, tu dis qu'elle revenait, donc donc l'incident est probablement plus avec des vies humaines, puis c'est ce qui est vraiment plus dramatique que le bras canadien, parce que le bras canadien ne devait pas revenir en morceaux. Non. Il me semble que dans la navette Columbia, il n'y avait pas de bras canadien dans celui-là. OK, excuse. Peut-être. Mais de ce que j'ai lu, Ok. on a perdu une seule unité. Donc, Ok. selon moi, c'est dans Challenger. Mais à valider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un problème avec la navette Columbia. Puis ça, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser le bras canadien pour éviter cet incident-là. Ils se sont rendus compte que quand... ce qui est arrivé avec Columbia, c'est quand elle a décollé, pendant le lancement, il y a eu un dommage au bouclier thermique. Puis quand il est revenu dans l'atmosphère, la navette n'était pas capable de supporter l'entrée en atmosphère, puis elle s'est désintégrée. Donc, ce qu'ils ont fait à partir de là, c'est qu'avec le bras canadien, avant la rentrée en atmosphère des navettes, le bras canadien sortait, allait inspecter le bouclier thermique des navettes, se rétractait, puis ensuite, il pouvait rentrer quand il y avait le goût. Donc, là, c'est une première utilité du bras canadien que je te donne. OK, merci. Parce que je t'avais comme interrompu, là, je comprends l'objectif. Okay. Donc, c'était ça l'objectif, en fait. Puis ça a un nom, ça s'appelle le Orbiter Boom Sensor System. Donc, c'est un imageur laser dynamique avec une caméra qui sert vraiment à inspecter le fuselage, si on veut dire, de la navette. Donc, assez intéressant comme application, mais il y en a d'autres. Je vois que... ça finit pas là? Effectivement, c'est ça. Je vais revenir, mais avant toute chose, je vais te parler un peu du design. Donc, le bras canadien, c'est 15 mètres de long. C'est quand même assez considérable. Notons toutes les membrures additionnées. Exactement. C'est 15 mètres de long, 3 articulations. Donc, un poignet, un coude, une épaule. Puis, il y a une caméra sur le poignet qui sert de feedback visuel, là, si on veut. Donc, il y a un contrôleur, il y a un astronaute dans la navette qui est capable de contrôler le bras canadien, puis il dispose de la caméra comme feedback. Le bras, autre fait intéressant, il pèse 410 kg. Ça me dit OK. Ouais, exact. Mais il peut lever 30 000 kg. Ben, parce que c'est dans l'espace. Puis, exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le bras canadien sur Terre n'est même pas capable de supporter son propre poids. Ah, ouais. Fait que c'est absolument designé pour aller dans l'espace. Il n'y a aucune autre manière de le dire. Exactement, c'est ça. En fait, tu sais, c'est quand même commun parce que quand tu envoies quelque chose dans l'espace, tu veux que ça pèse le plus léger possible pour faciliter le lancement. Donc, le bras canadien a été designé presque au complet en fibre de carbone ou en des matériaux très légers. Puis, il est capable de lever une très forte charge en apesanteur, mais sur Terre, il ne peut même pas supporter son propre poids. Donc, très intéressant. Puis aussi, apparemment, qu'il consomme moins d'électricité qu'une cafetière. Oh, ouais. Ouais. Ben, OK, ouais, ben, parce que c'est en apesanteur, puis j'imagine que c'est ça. OK. Exactement. C'est un robot qui a 6 degrés de liberté. Donc, c'est semblable à peu près au bras humain. Là, on parle de... tu vas voir, les itérations, il y en a un de plus, mais à 6 degrés de liberté, tu es capable de faire quand même beaucoup de manipulations intéressantes. Est-ce qu'on en a parlé des degrés de liberté dans l'épisode j'ai un peu un blanc, je me rappelle plus. Je pense que c'est l'épisode par rapport au robot, le robot parallèle, mais ouais. Est-ce que tu les connais, les 6 degrés de liberté dans ce cas-là? Oui, je peux te donner ça. En fait, tu as 2 articulations à l'épaule, tu as une articulation au coude, puis tu as 3 articulations au poignet, ce qui donne 6 degrés de liberté. Ah, OK, ouais. Puis ça, c'est pour avoir travaillé un peu en robotique, en fait, beaucoup en robotique, quand tu as un robot, il y a ce qu'on appelle des singularités. Puis c'est important de quand même, tu vas voir, on va parler des degrés de liberté puis des degrés de rotation. Une singularité, c'est une position que le bras n'est pas capable d'atteindre. Puis ça, c'est quand même important d'avoir un robot qui a beaucoup de manœuvrabilité, parce que si, par exemple, tu vas aller chercher la tasse, ben là, tu es au bout de toutes tes articulations, parce qu'ils ne sont pas nécessairement capables de faire 360 degrés complets, que ce soit par des câbles qui bloquent le robot ou des articulations qui peuvent juste mécaniquement pas le faire. Ben là, tu as une singularité, tu as une position que tu n'es pas capable d'atteindre. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit que le robot n'est pas du tout designé pour atteindre cette position-là, ou tu dois revenir de l'autre côté. Donc, le robot doit faire un tour complet de plein d'articulations différentes pour atteindre cette position-là. Puis ça, on veut éviter ça, en fait. Ensuite, bon... le bras canadien, donc le premier, le Canadarm, c'est le fun. Là. On a eu 5 unités, c'est bon, le Canada rayonne. Il a été mis hors service en 2011.
Tu vas me dire pourquoi? Ouais, mais c'est quand même. Ben, ouais. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est qu'il y a eu la fin du programme de la navette spatiale. On a arrêté d'utiliser la navette spatiale en 2011, après 90 vols sur 30 ans. Euh, donc, pourquoi? C'est parce qu'on n'avait plus besoin nécessairement de la navette spatiale. Le premier mandat de la navette spatiale, c'était d'aller assembler la Station spatiale internationale. Puis maintenant, on est capable d'atteindre la station spatiale avec des lancements dans des capsules, puis des spacecraft, on est capable après ça de se connecter à la station, puis revenir sur Terre après. La navette est moins pertinente à ce moment-là. Fait que c'est-tu comme un peu. Est-ce que tu parles un peu style Elon Musk, SpaceX, là, les Ouais, navettes un peu. peuvent réatterrir? Tu sais, SpaceX a pas nécessairement inventé les spacecraft. Là. Ils ont plus révolutionné l'industrie en permettant de réutiliser les lanceurs, ce qui fait en sorte que le prix des lancements a vraiment descendu. Donc, avant, c'était les agences spatiales qui pouvaient faire ça. Là, vraiment avoir une fusée, on lance une capsule, un spacecraft, on est capable d'atteindre la station spatiale. Mais SpaceX, tout le monde a vu le fameux lanceur qui retourne sur ses pattes. Ça a une certaine valeur parce que tu n'as pas besoin pour ça de refaire un lanceur ou de. Tu es capable de faire plusieurs lancements successifs à faible coût. Puis ça, on pourra en parler dans un autre épisode, mais c'est ce qu'on appelle un peu c'est ce qui a amené le Space 2.0, un peu l'espace commercial, où que maintenant les lancements sont tellement pas chers que les compagnies privées peuvent faire ça, comme un SpaceX ou un Blue Origin, par exemple. Fait que si je comprends bien, la navette spatiale, là, tu vas me trouver un peu niaiseux, c'est peut-être vraiment niaiseux comme question, mais la navette spatiale, c'est un peu le précurseur de ça veut dire. Un genre d'item qui peut aller dans l'espace et revenir assez facilement, à place de juste tout se désintégrer. Ouais, je pense que ça a toujours un peu été le but de l'humanité, c'est capable d'avoir comme dans les films, un vaisseau spatial où tu es capable de vraiment aller d'un point A à un point B. On s'entend que quand tu vas au Walmart, ton auto, elle se brise pas à chaque fois. Fait que le but d'avoir un véhicule, je pense, c'est qu'elle le réutiliser. Puis, c'est un avancé en soi. Là. Être capable vraiment de réutiliser des lanceurs. Puis, vraiment, je pense que c'est ça qui propulse ce qu'on appelle le Space 2.0. Okay. Donc, juste pour clore le Canadarm 1, si je résume ses rôles, le premier rôle, c'était mettre des satellites en orbite. Donc, la navette spatiale plutôt, c'était de mettre des satellites en orbite. Puis, le Canadarm, lui, son rôle, c'était de saisir des satellites. Donc, il est sur la station spatiale, puis il est capable de saisir des choses. Il peut assembler des sections. Il a servi à ça, d'ailleurs, assembler des sections de la station spatiale internationale. Il peut appuyer les astronautes dans leur sortie dans l'espace parce que tu pouvais accrocher un astronaute au bras, puis le bras pouvait l'amener à certaines positions, ou il peut même lui amener des modules pour que l'astronaute soit capable de les atteindre. Ça a aussi servi à filmer l'expérience des astronautes dans l'espace, parce qu'il y avait, lien avec ton sujet, 2 caméras IMAX montées sur le premier bras canadien. Ah ouais, mais là, en quelle année on parle de premier bras canadien? Tu parlais là, il a été mis en service en 2011. Ouais. Donc, je ne saurais pas dire quand est-ce que les caméras sont arrivées. Tu vas pouvoir me le dire tout à l'heure. mais il a commencé quand, tu disais? Le premier était 1981. OK, entre 81 et 2011, ouais. OK. Wow, c'est nice d'avoir un lien. Puis la dernière application, c'était examiner le bouclier thermique que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a vu le bras canadien, le premier, en fait, c'est une belle invention qui a vraiment mis le Canada un peu sur la map, si on peut dire, là, au niveau spatial. Puis, c'est pour ça, en fait, qu'on a aussi développé le bras canadien 2. Donc, le bras canadien 2, ou le Canadarm 2, lui, a été commencé à développer en 1986, puis a été mis en fonction en 2001. Donc, c'est des projets qui sont un peu chevauchés. Puis, en fait, lui, il est très différent du premier parce qu'il n'est pas sur un vaisseau. Il est vraiment fait pour être sur la Station spatiale internationale. Donc, c'est un robot qui est fixe. Il reste toujours dans l'espace. Et là, je dis fixe, c'est pas le bon. Parce que tu vas voir, en fait, ce robot-là, il y a une particularité que je vais t'expliquer un peu plus loin. Mm-hmm. Mais il faut savoir que lui est fait pour être 100% dans l'espace, alors que le premier retournait sur Terre à chaque voyage. Ouais, OK. C'est ça, c'est une affaire que j'étais dans la navette spatiale. C'est ça qu'on Exactement, disait. c'est ça. OK, merci. Puis lui, il a été développé par une compagnie qui s'appelle MDA en Ontario. Puis c'est Chris Hadfield qui a en fait installé le bras sur la Station spatiale internationale. Puis c'est en faisant ça, il est devenu le premier Canadien à faire une sortie dans l'espace. Ah ouais, en quelle année tu disais? J'ai pas l'année de cet événement-là, mais il a été mis en fonction en 2001. Donc on peut supposer que ça devrait être 2001 ou 2000, quelque chose du genre. Proche de 2001, c'est drôle, parce que c'est ça, quand je parlais avec Xavier Garand sur je pense qu'à la fin de l'épisode, c'est sur les robots, le robot qui a une conception inspirée du redressement du chat en chute libre. On parlait à la fin de l'épisode, je pense que Chris Hadfield, on trouvait ça intéressant, que c'est comme le gars qui a popularisé un peu une genre de nouvelle vague d'intérêt à l'espace avec ses vidéos là, qu'il faisait sur YouTube, puis il faisait le genre de
vulgarisation par rapport à l'espace, puis qu'est-ce qu'on fait dans l'espace. Je pense que tout le monde connaît ou a déjà vu un vidéo de Chris Hadfield. Quand on regardait Vlog, par exemple, des fois ça passait, ou même tu vas toi-même sur YouTube, tu tombais dessus. Il a amené une dimension un peu, pas nécessairement ludique, mais plus accessible à l'espace, vraiment. Ouais, ben, il y a comme, on dirait qu'il a vraiment, c'est ça, on dirait qu'il a vraiment utilisé le genre de la technologie du temps, donc l'essor de YouTube qu'il y avait dans ce temps-là, tu sais, mettons 2011, là, quand ça devenait vraiment gros pour faire ça, fait qu'en tout cas. Tout à fait. Puis, autre événement quand même fort intéressant, le 28 avril 2001, le Canadarm2 effectue une poignée de main historique avec quoi? L'URSS. Non, c'est ça, non, je sais pas. Non, c'est vrai, avec le premier bras canadien, en fait, qui était à bord de la navette Endeavour. Donc, on avait 2 bras canadiens qui se serraient la main. Puis ça a été immortalisé comme étant la première poignée de main de 2 robots dans l'espace, bien sûr. Ah, ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ça me dit vaguement quelque chose. Fait que c'est les 2 versions, dans le fond, la version 1 et la version 2. Exactement, qui est un peu une passation du flambeau, si on peut dire. Donc, lui, en fait, le Canadarm2, il sert à entretenir puis réparer la Station Spatiale Internationale. Donc, ça sert à déplacer des expériences, des astronautes ou même Dextre. Donc, Dextre, ça, c'est un autre robot. C'est un petit robot. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un petit robot qui se promène sur la Station Spatiale Internationale puis qui peut faire des réparations, toutes sortes de choses. Donc, le bras canadien peut le prendre puis le déplacer. Il peut aussi attraper et amarrer des vaisseaux de ravitaillement. Ça, on appelle ça une attrapée cosmique. C'est quand même assez intéressant. Quand on veut envoyer des choses sur la station spatiale, on envoie des capsules. Puis le but, c'est de mettre la capsule sur l'orbite de la station, puis qu'on en soit à une vitesse synchronisée. Puis le bras, lui, il prend la capsule à 400 km d'altitude, 28 000 km/h en termes de vitesse. Il saisit la capsule, puis il l'amarre à la station spatiale. Mais attends, mais là, tu parles de vitesse par rapport à la Terre, mettons? Ouais, Parce ouais, que je sais c'est que la Terre tourne autour du Soleil, fait que le plus tu t'éloignes de la Terre dans Bien sûr, l'espace, bien le plus sûr. ça devient bizarre la vitesse, me semble. Ben, ça dépend toujours du référentiel Ouais. qu'ils utilisent. Mais oui, c'est ça, 28 000 km/h par rapport à la surface de la Terre. Les deux sont synchronisés, donc un par rapport à l'autre n'ont pas une énorme vitesse. Le bras canadien 2, il y a 17 mètres de longueur. L'autre, c'était 15, celui-là, c'est 17. Ouais, tu l'avais mentionné. Par contre, le bras canadien, mais pas par contre, mais ça amène mon point qui est fort intéressant. Il y a 2 mains. Okay. Il y a une main à chaque bout, à chaque extrémité. Donc, imagine un robot, là, plusieurs membrures linéaires, puis tu as un bras à chaque extrémité. Un peu comme un ver de terre qui a un peu, tu sais, quand tu le coupes en deux, il y a 2 têtes, là, si on peut dire. Là. Ouais, mais ok, mais dans le centre, ça fait comme un Y, là, dans le fond. Non, même pas. Vraiment, imagine un long robot, là, avec juste 2 mains à chaque bout. Mais il flotte de même tout seul, là? Non, parce que les mains peuvent s'ancrer à certains points dans la station spatiale et la main sert alors comme module d'alimentation. Et l'autre main sert de préhenseur, mais ça permet au bras canadien de se déplacer. Donc, vu qu'il y a plusieurs points d'ancrage sur la station spatiale, il est ancré à un de ces points-là. Avec son préhenseur, il va jusqu'à un autre point qui est accessible. Il s'ancre, alors le préhenseur devient le bloc d'alimentation, puis le premier bloc se détache pour devenir le nouveau préhenseur. Fait que ça va être un énorme avantage par rapport au premier, parce qu'il peut justement se déplacer. Là. C'est ça. Fait que le premier était toujours ancré. Exact. C'est pour ça que tantôt je te disais, il est fixe d'un point de vue qu'il reste toujours dans l'espace, mais il n'est pas fixe. Au contraire, il peut se déplacer à l'extérieur de la station spatiale, ce qui est un énorme avantage pour pouvoir vraiment atteindre tous les recoins de la station. Puis ça, c'est vraiment comme un point... Selon moi, c'est un des points de design les plus intéressants un peu de ça. C'est qu'il peut vraiment... aller prendre des photos ou faire des manipulations sur même le dessous de la station, si tu veux. T'sais. C'est là, il y a 7 degrés de liberté. Donc, 3 articulations à l'épaule, 1 au coude, puis 3 au poignet. OK. Fait qu'une de plus que, me semble une de plus que tantôt. Là. C'est ça. Celle de plus, c'est une de plus à l'épaule, dans le fond. Okay. Ensuite, ce qui est aussi fort intéressant, c'est que il y a plus de degrés de liberté que le Canadarm 1. En plus, que chaque main peut tourner de 260... En fait, chaque point, là, chaque préhenseur, mais je t'ai expliqué qu'un préhenseur devient une alimentation, peut faire 270 degrés de rotation. Donc, ça permet de faire en sorte d'avoir 540 degrés. Parce que si jamais tu essaies de tourner ta main, mais tu n'es pas capable, tu peux aller tourner ta base, puis ainsi atteindre différents degrés de rotation. Donc, ça, c'est bien intéressant. Puis, on y a ajouté aussi des capteurs de force pour donner un sens du toucher au robot. Un sens... Ah, OK, ouais. Okay. Un feedback de force. Puis c'est important parce que le bras canadien, il sert à amarrer des capsules à la station. On va être capable vraiment de faire une insertion.
Ça, c'est quoi que je faisais quand même avant, là, quand je travaillais plus en robotique. Être capable, tu sais, les robots, t'es capable de leur donner une certaine notion de ce que l'insertion est capable de se faire, ce qu'il devrait tourner, ce qu'il devrait essayer un autre angle. Donc, c'est tout avec des algorithmes, tu es capable de prendre la force que le robot perçoit puis modifier l'angle d'attaque pour qu'il y ait vraiment, comme un humain fait, là, si tu veux insérer une tige dans un trou, tu essaies qu'elle soit parallèle au trou puis tu sois capable de faire en sorte que ça rentre. Donc, ça, c'est bien intéressant. Donc, on parle, juste pour clore Canadarm 2, 17 mètres, à peu près 1500 kilos, puis 4 caméras, celle-là. Canadarm 3. Il y en a un 3. J'allais justement dire, j'étais en train de regarder le fichier. En passant, il faut vraiment que je te demande, ça me dérange pas qu'on filme en même temps, mais c'est quoi ton fichier? T'as un fichier indépendant, ça veut dire? Là. Bien oui, c'est ça. Je t'ai leurré, en fait. Tu m'as leurré. Il faut savoir aussi qu'on a un OneDrive, puis Émile a travaillé tout dans le OneDrive. Moi, je voulais vraiment pas qu'il puisse se spoiler. Fait que j'ai travaillé dans mon propre OneDrive. C'est vraiment confidentiel. Ouais, c'est ça, t'as bien fait, parce que là, en plus, mais le pire, c'est que t'as mis des points. T'as mis genre un petit peu de points, genre vraiment quelques lignes. Là, vraiment, je voulais que tu saches un peu de quoi j'allais parler, mais je voulais pas que tu saches tous mes secrets. Très fort, très fort. Fait que là, on a fait un 3. Puis là, c'est probablement le dernier. Là. Après, il n'y en a pas d'autres parce que je vois qu'il n'y a pas 4. Mais je sais pas, là. Peut-être tu peux sortir un lapin de ton chapeau. Il n'y en a pas d'autres parce qu'en fait, le 3 n'existe même pas encore. Hein? Ok, ils sont en train de le faire. Le 3, d'après toi, à quoi il va servir? Là, on a un qui était sa navette, la navette n'existe plus. On a un qui est sa station spatiale internationale. Maintenant, le troisième, à quoi il pourrait servir? Tu m'avais parlé il n'y a pas très longtemps de la Lune. J'ai envie de dire pour des missions lunaires, ça se peut-tu? Oui, exactement. En fait, c'est une initiative qui est l'idée par les États-Unis en ce moment. On veut créer une station spatiale qui va s'appeler Gateway, puis qui va être en orbite de la Lune. Donc, une deuxième station spatiale qui, elle, va être vraiment en orbite de la Lune. Puis, le Canadarm 3, ça serait la participation du Canada à cette station-là. Puis, je vais t'expliquer un peu en quoi qui est différent de l'autre, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. On prévoit de lancer les premiers modules en 2024. Que la station soit opérationnelle en 2026. C'est quand même bientôt. Là. C'est vraiment bientôt, mais ça, là, j'ai l'impression que c'est un piège, parce que je me rappelle les missions sur Mars, là, il me semble qu'il en parlait, là, où c'est de la vie sur Mars, ou c'est peut-être SpaceX, puis je mélange pas de plein d'affaires, là, mais il me semble que les dates se repoussent toujours. Ouais, c'est un problème, je pense, un peu aussi des agences spatiales en général, c'est que c'est l'argent des contribuables, puis c'est souvent politique aussi, donc ils se donnent des échéanciers, mais c'est pas comme si une compagnie, par exemple, veut développer un nouveau marché, ben, elle va tout faire pour respecter les dates, parce que c'est important d'arriver le plus tôt possible sur le marché. Ouais. En espace gouvernemental, je veux dire, il n'y a pas vraiment de compétition. Là. Je veux dire, tu vas aller aussi vite que ce que ça prend, puis avec le budget que tu as. Ouais, puis en plus, j'imagine qu'il n'y a pas tant de revenus de ça à en tirer non plus. Ça dépend. La mission. On peut être un peu philosophique, mais effectivement, un revenu monétaire, peut-être pas, à moins qu'on découvre des choses vraiment intéressantes en termes d'énergie ou de matériaux. Mais il y a un certain revenu pour la science en soi, là, d'être capable d'explorer ces places-là. Fait que c'est quoi, tu disais, peut-être que tu allais en parler, je m'excuse si tu allais en parler, mais c'est quoi l'objectif d'aller tourner autour de la Lune, justement? En fait, il y a plusieurs objectifs. On veut être capable d'accéder à Mars, tu l'as dit, puis mettre des astronautes en orbite de la Lune, c'est un premier pas vers ça. Être capable de faire des missions habitées plus loin. Toujours plus loin que la simple station spatiale internationale. Fait que genre une base de ravitaillement quasiment. Oui, exact. C'est un genre de... Si on peut dire une pratique, tu sais, parce que le vrai objectif, c'est Mars. La Lune, on la connaît quand même assez bien, mais on veut être capable de se préparer à être en orbite autour d'un autre corps que la Terre. Donc, ça, c'est un des objectifs. On veut aussi mieux comprendre les effets du rayonnement spatial, donc tout ce qui est éruption solaire, sur la santé des astronautes. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup quantifié parce que, pour le moment, on reste beaucoup proche du bouclier magnétique de la Terre. Puis ça va être important pour Mars parce que Mars ne dispose pas des mêmes protections que la Terre en termes de rayonnement. Donc, on veut vraiment être capable de mesurer ou quantifier ça. Après ça, on va avoir accès à la surface de la Lune, bien sûr, pour faire des expériences scientifiques de pointe. On se souvient que la dernière fois qu'on est allé sur la Lune, ça fait quand même assez longtemps. Genre 40 ans. Là, genre, exactement. Ça, c'est fou. Hein? On est allé sur la Lune des années 60, puis on n'est jamais retourné. Mais peut-être qu'ils n'ont juste rien trouvé là-bas. En fait, peut-être qu'ils ont trouvé des extraterrestres puis qu'ils veulent juste, veulent juste pas y retourner pour faire chier. C'est un podcast sur les complots, finalement, que vous écoutez. Mais non, c'est ça. En fait, je pense que la science a beaucoup avancé. Là, on parle quand même de 60 ans. T'sais. Fait que possiblement qu'il y a des nouvelles choses à aller voir sur la Lune. Donc, c'est un des objectifs. Après ça, on veut disposer d'un lieu unique pour faire des démonstrations technologiques. Là, c'est quand même une place que la gravité est vraiment plus basse, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, ça serait quand même intéressant de faire des expériences scientifiques dans des lieux. Des fois, on veut quantifier les phénomènes scientifiques, puis on parle souvent qu'il faut atteindre le vide ou atteindre différents paramètres. On utilise des chambres environnementales pour l'atteindre. Mais
si tu veux faire ton expérience sur la Lune, c'est quand même assez proche de l'espace. Ouais. Ça, c'est un autre objectif. Après ça, on veut observer les étoiles, le Soleil, notre planète, bien sûr. Puis, on veut être capable de revenir facilement sur Terre, un genre de point de ravitaillement. Parce que, tu sais, là, on extrapole, mais décoller, ce qui est le plus difficile là, quand tu envoies quelque chose dans l'espace, c'est de décoller de la Terre. La gravité, c'est extrêmement fort. Donc, si tu es capable de lancer des choses à partir de la Lune plutôt que de les lancer à partir de la Terre, ben, ça serait déjà un gain en énergie. Tu sais. Ouais. T'as Donc- déjà moins besoin ben, c'est ça, d'expanser. Ouais, excuse. D'aller dire de dépenser de l'énergie pour t'en rendre au même point, mais. Tu sais, on est loin de là, mais si tu es capable d'avoir une base lunaire, ben, tu sais, partir de la Lune pour aller vers Mars versus partir de la Terre pour aller vers Mars, c'est deux choses complètement différentes. Mais sur Mars, c'est-tu similaire à la Terre? J'imagine par rapport à sa taille, ça doit être quand même, il doit avoir quand même une bonne gravité quand même. Non, en fait, non. La Lune est vraiment plus petite que la Terre. Ça, c'est Non, je veux dire bien Mars. sûr. OK, Ouais. Mars. Excuse, Ouais. Mars. Mars, bonne question. Il me semble que la gravité est bien sûr plus faible que la Terre, mais c'est pas un énorme facteur. Je pense, peut-être que je dis n'importe quoi, on pourrait valider après ou. Ouais. C'est pas grave non plus, là. Mais ouais, il me semble Ok. que la gravité est plus basse, mais c'est pas. C'est plus élevé que la Lune quand même. Ok. Donc, bref, Cadarm 3, lui, il va être 8,5 mètres de long, donc très petit, très Ouais. agile. C'est ça le but en fait. Puis on veut qu'il soit capable d'utiliser des outils. Alors que le 1 puis 2 pouvaient manipuler des capsules ou des choses qui disposaient du port d'attache fait pour ça, on veut que lui soit capable d'avoir des outils. Quel genre d'outils? Encore là, c'est un problème qui n'est pas très avancé. Ben, oui et non, mais on n'en sait pas beaucoup. Mais des outils amovibles. Après ça, on veut que ce soit un fonctionnement autonome. Donc, il serait capable d'avoir ses propres routines. Puis là, ce serait, c'est des mots valises, là, mais on parle d'intelligence artificielle puis de machine learning. Mais on veut que le robot soit capable de lui-même faire des actions et non qu'il soit contrôlé par un astronaute tout le temps. Il y aurait la possibilité de le faire, mais on veut vraiment qu'il soit capable d'avoir des cycles autonomes. Après ça, ben, à quoi qu'il va servir ce robot-là? Ben, bien sûr, la maintenance, réparer, inspecter la station, attraper les vaisseaux spatiaux, déplacer des modules. On veut qu'il soit capable d'aider les astronautes dans l'espace, puis on veut qu'il soit capable de mener des expériences scientifiques. Donc, le bras lui-même serait capable de faire des petites expériences. Même principe de double main, fait qu'il y a de se déplacer sur plusieurs points d'ancrage. Développé par MDA encore, prévu pour 2027 le bras. Donc on disait 2024 premier module, 2026 mise en service. 2027, on aurait un bras canadien 3 sur la station. Contrairement au bras 2, ben, chaque articulation, lui, peut pivoter à 360 degrés. Ça, c'est fou. Moi, ce que j'avais joué souvent sur des robots, ce qui me tannait, c'est que les articulations ne peuvent pas faire des 360 degrés. Souvent parce que tu es limité, encore là, comme je disais, par des câbles, la mécanique ou sortes d'affaires. Ce robot-là, apparemment, qui peut faire 360 degrés sur chaque articulation. Mais comment c'est possible? Je comprends pas. Genre. Comme tu dis, physiquement, à un moment donné, tu vas entrer dans ton propre. Ben, il y a des méthodes mécaniques d'avoir une rotation libre. Puis après ça, ben, moi, ce que je trouvais le plus contraignant dans ces designs-là, après ça, c'était capable de transmettre de l'information. Tu sais, les câbles, là, c'est pas quelque chose qui peuvent tourner. Est-ce qu'ils ont trouvé une manière de pas utiliser de câble ou d'avoir une façon de faire en sorte que les joints peuvent tourner sans qu'un câble rentre en interférence? Probablement. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est fou là, le nombre de points que tu peux atteindre avec différentes. C'est qu'en fait, tu multiplies le nombre de solutions disponibles pour atteindre les mêmes points. Fait qu'il n'y a plus vraiment de singularité ou de points que il n'y a plus de points morts là, dans le fond. C'est ça, tu peux atteindre plein de points très efficacement. T'sais. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu es dans l'espace, tu as des astronautes, puis toi, tu veux que le bras soit capable d'atteindre des places, mais en évitant d'autres places. C'est super. C'est une belle avancée. Mais est-ce que tu connais les mécanismes qui peuvent faire 360? Parce que peut-être j'ai souvent oublié ou je connais pas ça. Là. Est-ce que peut-être aussi pour nos auditeurs, là, si t'en connais ou sinon c'est pas grave. Là. En fait, c'est un joint. C'est un joint de robot quand tu l'ouvres. C'est comme un gearbox. Puis tu as différents types de transmissions que tu peux utiliser à ce moment-là. Je sais pas dans celui-là qu'est-ce que tu utilises, mais tu peux avoir des trains épicycloïdaux. Si vous voulez rechercher là-dessus, c'est quelque chose qui existe. Mais c'est une sorte de gearbox qui sont avec un système de planètes puis de satellites, là, un peu comme on avait vu en mécanique. Là. Je sais pas si tu en transition de puissance. Fait que tu sais, des trains planétaires, toutes sortes de choses comme ça qui sont vraiment faites pour être dans un assemblage concentrique versus vraiment un gearbox avec des gears droites. Là, ouais. Ok, tu vois, je savais pas que ça existait. Je vais regarder en même temps que tu termines. Mais moi, j'ai travaillé sur des robots qui sont des robots collaboratifs, là, Universal Robot. Puis quand ils ouvraient, c'est comme des trains planétaires qu'il y avait là-dedans. Ouais. Wow, ok.
OK. Ah, super. Je t'en train de regarder en même temps, mais j'arrive pas. Bref. C'est bon. Après ça, ben, ce qui est une autre avancée de ce bras-là, c'est que lui, tu peux détacher ses sections. En fait, lui-même, il est capable de détacher ses sections puis les amener à l'intérieur de la station spatiale. Puis à quoi ça sert? C'est que les astronautes dans la station peuvent le réparer. Alors que le deuxième bras, lui, il fallait le réparer dans l'espace. Réparer quelque chose dans l'espace, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Fait que c'est pour ça qu'on voulait qu'il soit capable de se faire réparer à l'intérieur. Pourquoi c'est dangereux réparer dans l'espace? Ben, il y a plein de choses. Tu sais, là, on parlait de rayonnement spatial, solaire, tout ça. Puis on parle aussi de débris dans l'espace. Tu sais, maintenant, là, il y a plein de choses qui sont en orbite, de plus en plus. Il y a beaucoup de débris spatiaux. Puis, c'est pas commun, des impacts, mais ça arrive. Là, des satellites qui reçoivent des débris puis qui sont hors fonction. Puis on disait 28 000 km/h par rapport à la Terre, mais ça a une très forte vélocité. Là. Ça explose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui explose. C'est ça. Mais tout dépend aussi, parce que mettre quelque chose sur une orbite, c'est prévisible. Tu sais que ça reste sur une orbite, tu es capable de prévoir après ça à quel moment que ça va revenir. Mais quand il y a des collisions ou des débris dans l'espace, eux, ils sont projetés sur différentes orbites, différentes trajectoires. Puis, si c'est quelque chose, mettons, qui est projeté perpendiculaire à une orbite, ben, ça fait une vitesse de contact qui est quand même assez importante. Fait que je pense que c'est ça qui va l'éviter éventuellement. C'est sûr que la Lune, la Lune, il n'y a pas beaucoup de choses en orbite en ce moment. Encore. Mais c'est juste un des dangers de réparer quelque chose dans l'espace. En plus que, faut que tu fasses attention de bien ancrer. Là. Imagine, t'es mal ancré dans l'espace, puis là, il y a une petite force qui fait que tu t'éloignes de la station. Ben, t'es parti longtemps. C'est vraiment une histoire d'horreur. Je pense que c'est vraiment le pire scénario. Ouais, c'est angoissant. Les gens, des fois, ils disent ma phobie, c'est être dans l'océan et pas savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi. Ben, moi, ma phobie, je me dis, imagine, t'es dans l'espace, là, ton ancrage brise ou t'es mal ancré, là, puis là, tu t'éloignes de la station. Tu sens un peu t'éloignes ton bras, tu essaies de saisir la station, puis il t'en manque un petit peu. Puis là, t'as une toute petite force, puis tu t'éloignes. Ouais. Tu sais, j'ai une affaire de genre 1 pied par minute. Ouais, rien, là. Juste pour dire. Ouais, t'es perdu. Non, mais ça, on en parlait avec justement Xavier Garand par rapport à l'épisode de la conception des robots basés sur le redressement des chats. Puis ce qu'il disait, il me semble qu'on parlait peut-être du bras canadien. Puis ce qu'il me disait, ce qui est intéressant dans l'espace, c'est exploiter justement le même principe que pour son robot de chat. C'est que dans le fond, exploiter vraiment le moment cinétique de l'objet en soi. Fait qu'essayer de faire imposer des genres de rotation. Ce qui fait que dans l'espace, comme en chute libre, ben, tu peux te réorienter. Fait que peut-être que c'est genre le remède pour notre phobie. Ah, peut-être. Puis c'est ça, fait que je pense que c'est vraiment de quoi qui est une bonne utilité de pouvoir être à l'intérieur, comme on disait. Puis le dernier point que j'avais vraiment à partager sur le troisième bras canadien, c'est que celui-là, il y aura 6 caméras couleur 4K pour du feedback visuel. Il va y avoir de l'optique 3D puis des capteurs de force pour reconnaître les objets. Fait que c'est vraiment il y a une avancée sur son design, mais aussi une avancée sur ses capacités de connaître son environnement. Puis je pense que ça va être super important parce qu'on parle de quelque chose qui devrait être autonome. Une belle avancée technologique. Ça conclut pas mal ce que j'avais à te partager sur le bras canadien. Super, on est à 47 minutes. Je pense que le timing est excellent. Là. On est, c'est super ça. OK, c'est ça. C'est un sujet qui est... c'est une genre de fierté qu'on utilise. On emploie souvent par rapport à l'aerospace. À Montréal, je sais qu'il y a quand même une grosse scène d'aéronautique. Oui, il y a un bon cluster de toutes sortes d'entreprises qui travaillent dans l'aerospace, que ce soit pour des avions ou vraiment des trucs plus reliés à l'espace. On a une belle expertise. Puis même à Québec, là, on a quand même des entreprises qui œuvrent un peu là-dedans, puis même des entreprises hautement scientifiques. Je parlais de ça à quelqu'un l'autre jour, puis je me disais, si je suis un jeune qui veut aller en génie, c'est pas si fou que ça rester au Québec pour travailler là-dedans. Là, on a des belles entreprises innovantes quand même. OK. Donc, excellent. Fait que je pense qu'on peut passer au deuxième sujet maintenant, mon sujet sur l'IMAX. Ouais. Je pense que l'épisode va peut-être... on va peut-être déborder un peu par rapport à ce qu'on s'était prévu, mais en même temps, je pense que c'est pas la fin du monde. C'est une première expérience, puis on va mieux gager après ça, puis respecter un format qui nous plaît. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai tellement du stock, là, fait que je vais essayer de peut-être finalement pas trop en parler. Je pense que j'ai peut-être de l'espace pour m'étaler. Donc, c'est vraiment le système IMAX de quoi je voulais te parler. Quand je faisais la recherche pour les inventions canadiennes, en fait, c'est les inventions québécoises, au début. Puis IMAX, c'était pas là-dedans parce que c'est vraiment plus ontarien. C'est une gang d'Ontariens qui viennent de la ville de Galt, en Ontario. Et en faisant de la recherche là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations qui est là, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont comme perdus à jamais dans le néant. Fait que quand je vais vous expliquer ça, il y a des affaires qui sont peut-être pas claires, mais pose ces questions si t'en as. Mais j'ai hâte d'en apprendre plus sur IMAX, parce que quand tu as proposé ça, je me disais, OK, IMAX, oui, on connaît IMAX, mais c'est quoi l'invention là-dedans? Ça m'intrigue. Puis
aussi, ce qui est intéressant pour les gens, c'est que moi et Émile, notre premier emploi, notre premier job, là, notre job étudiant, on avait 14 ans ou 15 ans. Puis, on travaillait dans un ciné-parc. Ouais. Les deux ensemble, on travaillait dans un ciné-parc. Puis, après ça, on a continué, on travaillait là pendant quand même 3-4 ans. Puis, on était après ça travailler dans un cinéma. Fait qu'on une bonne partie de notre carrière professionnelle, avant d'être ingénieur, c'était travailler dans un cinéma ou un ciné-parc ou le cinéma en général. Tu sais, avec les 3 étés, moi j'avais fait moi j'avais fait 3 étés au cinéparc. Toi, je pense que t'en as fait peut-être 3 aussi. 3, ouais. Puis après 4 ans au cinéma, fait que à peu près 7 ans dans Ah oui, quand même. dans le cinéma. Tu sais, c'est vrai que c'est fou. Hein. Fait que parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit outlook de l'histoire du cinéma. Ça fait partie un peu du plan. Puis ça va nous amener à avoir une compréhension du cinéma plus large et géant qui nous amène finalement vers le IMAX. Donc, premièrement, le premier, puis ça c'est important quand même pour le mentionner, parce que c'est quand même une innovation reliée à ça. Le premier film fait, je dis un film, mais c'est plus un GIF, là, selon les standards d'aujourd'hui. C'est un gars en cheval. C'est un gars qui fait un cheval, puis c'est genre 20 frames. OK. T'as-tu déjà vu ça? Non, mais j'ai entendu l'affaire du train, là, que les gens avaient peur. C'est-tu Ouais. dans la même époque à peu près? Ouais, ça, je pense que c'est à peu près 20 ans. Fait que le gars en cheval, c'est en 1878, puis le train, c'est peut-être le deuxième ou le troisième film, vraiment. Là. Ça, je pense que c'est par les frères Lumière. OK. En tout cas, fait que ça, c'est peut-être 10 ans après, à peu près. Fait que le cheval, ça devait quand même être un genre de stop motion, dans le fond. Ça avait des Ouais. photos successives à un rythme assez lent, j'imagine. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça, exactement. Fait que pour la photographie de base, tu sais, ce que tu dois savoir ce que c'est, mais peut-être pour les auditeurs qui ne le savent pas, tu fais juste prendre un film. Puis je vais parler beaucoup du mot film, là. C'est un genre de petit papier que quand tu l'exposes à la lumière, il peut conserver. Fait un qu'on genre parle de du mémoire. support physique, vraiment, le film. Ouais, exact. Et non digital. Parce que de nos jours, tout est digital. Là. On Ouais, s'entend avec les effectivement. puces. Bon, là, tu sais, les caméras sur les selles, 8 mégapixels, ça parle de la résolution. Avant, c'était des films. Donc, la résolution était intimement reliée à la grosseur de ton film que tu avais. Ouais, puis tu te souviens, quand justement au cinéparc, là, il y avait un métier, c'était projectionniste. Oui, Lui, c'est vrai. son métier, là, c'était s'assurer que le film se déroule correctement. Parfois, le film brûlait parce que l'ampoule était trop chaude. Puis là, à la volée, il fallait qu'il attrape le film pour le reconstruire sur le champ sans que Ouais. le spectateur se rende compte de ça. C'est vrai, je me C'était rappelle. vraiment de ça, c'était ouais. un métier, tu sais, c'est fou quand on y pense. Maintenant, tout est digital, effectivement, mais Tu sais, je pense que la première année qu'on était là, c'était du vrai film dans c'est les ça. projecteurs. Ouais. Hein. Puis Ben, la après, deuxième année aussi. On était dans Ok. les derniers qui avaient encore accès à ça. C'est vrai, c'est fou. En faisant des recherches, il y a un cinéma, c'est, je pense, au Connecticut, qui utilise encore un IMAX avec film. Je sais pas si au Québec ou en Ontario, il y en a encore, là, probablement, là, mais Ça c'est doit très être rare. très là. marginal. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, là, on est rendu quand même en 2022, fait que ça fait quand même 3 ans de ça, là, le gars en 2019. Mais bref, fait que le premier film, fait que oui, la photographie de base, tu fais juste prendre un film, tu l'exposes à la lumière pendant une fraction de seconde, puis le film, il garde une mémoire de ça, puis après, ce que tu peux faire, tu peux le reprojeter. Fait qu'un film, quand on projette un film, c'est un peu ça, donc tu mets une lumière, une ampoule assez vraiment puissante derrière ton médium, derrière ton film, et tu peux mettre peut-être une lentille pour zoomer ça après, et ça projette une belle image sur un écran. Fait que ça, c'est la base du film. Donc, le gars en cheval, c'est juste ça. Dans le fond, c'était un pari. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est quand même drôle. Là. Dans le fond, il savait pas, il se demandait. C'était comme deux gars qui avaient un pari ou un débat. Là. Ils se demandaient quand il y a un cheval qui court, est-ce qu'il y a un instant dans le temps pendant lequel le cheval vole? Est-ce qu'il y a un instant dans lequel aucune des pattes du cheval Ok. touche à terre? Ah, ok. Ouais, C'était fait que pour c'était déterminer ça. dans le fond, c'était une question scientifique qui se Ouais. demandait. Là. C'était vraiment Exact. comment que le cheval se déplace. Il voulait savoir si pendant une certaine fraction de seconde, il n'y avait aucun contact. Exactement. Exactement. Fait que là, c'est ça. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont seté plusieurs caméras très près de l'une de l'autre pour avoir vraiment une belle image. Tu sais, je sais pas exactement le détail de comment ils l'ont fait, mais ça, ils ont mis plein de caméras, puis ils ont fait un mécanisme qui faisait un déclenchement successif des caméras à un certain intervalle pour voir vraiment avoir une animation du cheval qui court. Fait que c'est juste ça. C'était juste des caméras de base. C'était pas des caméras de film parce que ça n'existait pas vraiment dans le temps. Fait que ça, c'est juste pour vous donner un point de repère en 1878. Par la suite, juste pour expliquer un peu le film conventionnel, donc les formats, je vais parler beaucoup de formats, mais je veux vraiment pas trop m'étaler, là, je vais vraiment garder ça simple. Là. Le film, le format de film de base, c'est du 35 mm qu'on appelle. Ok. C'est, dans le fond, le format d'une image là-dedans, là, physiquement, sur le film 35 mm, c'est 21 mm par 17,5 mm. Okay? Fait que c'est à peu près 1 pouce par 1 pouce. Ok. Puis le grosso 35 modo. mm, c'est la largeur totale de la bande. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai Ou pas c'est trouvé juste un c'était quoi. mensonge. C'est un peu comme les 2x4 qui n'ont pas vraiment 4 pouces de large. Exactement. Je pense que c'est un peu un mensonge parce qu'après ça, on va avoir le 70 mm, puis en fait, ça ressemble plus à 65 mm. Fait que j'ai aucune idée. Je pense que ça doit être ça, là, parce que c'est ça, sur les bords, tu as des perforations. Puis les perforations sont sur des bandes noires qui ont une certaine largeur. Fait que je pense que c'est pour ça que ça ajoute un peu de dimension. Là. Fait que les perforations, justement, c'est important sur du film 35 mm de base. C'est ça, à cette heure, là, les films, là, le format, c'est pas mal tout du 35. En fait,
quand c'était du cinéma conventionnel avant le digital, là, c'était pas mal tout du 35 mm qu'on filmait, qu'on projetait, si je comprends bien. 4 perforations. Donc, comment ça fonctionnait, c'est que tu faisais ton film et par la suite, quand tu voulais le projeter, tu avais un genre des mécanismes intermittents qui venaient déplacer le film. C'est important, le mécanisme intermittent. Un mécanisme intermittent, c'est quoi? Tu sais sûrement c'est quoi, mais si je résume pour les auditeurs, c'est un mécanisme qui te permet d'avoir une entrée rotative, dans le fond, en temps réel, qui n'est pas interrompue. Puis à la sortie, ça donne un déplacement intermittent, justement. Ça ne donne pas un déplacement continu. Comme la croix de Malte. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. C'était en quel cours? C'était au bac en génie mécanique. En cours de modélisation, il me semble, on avait vu une croix de Malte. C'est un système mécanique là, qui, justement, tu as des rotations complètes, mais à chaque rotation, tu as un quart de mouvement de la croix de Malte, puis un arrêt complet après, avant que le prochain tour arrive. Fait que c'est vraiment comme une rotation continue, puis la croix de Malte, c'est séquentiel. Elle tourne d'un quart de tour à chaque tour du moteur. Exact. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que c'est drôle, je l'avais dans mes notes, la croix de Malte, je voulais en parler, fait que c'est exactement ça. Fait que dans le fond, le film, fait que tu le déplaces pendant une fraction de seconde, tu dois le garder fixe. Et après, tu dois cacher la lumière pendant que tu déplaces le film. Okay. Sinon, ce que ça donne, c'est que tu bouges ton film. Le film, en passant pour tout le monde, c'est plein d'images successives. Là, si tu fais juste bouger le film devant la caméra, devant une lumière, dans un projecteur devant une lumière, tu vas rien voir. C'est comme, il faut se faire une genre d'illusion d'optique. On est obligé de faire une intermittence. On est obligé de mettre une image, la garder fixe, bloquer le changement de frame et puis mettre une nouvelle image. Pour vraiment avoir une impression totale de l'image en un instant et non juste un continu qui serait flou, j'imagine, si tu faisais ça. C'est ça, ça donne comme... C'est pas vraiment visible. J'ai checké des exemples de ça puis c'est pas vraiment... On peut pas vraiment déterminer c'est quoi. OK. Fait que, oui, puis tu sais là, la vitesse de l'image, le standard, c'est à peu près 24 images par seconde. Okay. Comme on fait que ça vire quand même... Oui, c'est une croix de Malte, mais ça vire quand même assez vite. C'est vrai, c'est très très rapide. Puis oublie pas que là-dedans, tu as ton image, tu dois la garder fixe, et puis après, elle se déplace. Puis pendant qu'elle se déplace, tu dois avoir le moment, ça doit être noir, l'obturation pendant qu'elle est fixe. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que là, j'ai dit 21 par 17.5, c'est très minuscule. Et le aspect ratio de ça, qui est le format du rectangle, parce que c'est comme un rectangle couché, là, une image de cinéma, c'est à peu près 1.5 pour 1. Fait que 1.5 unités de largeur pour une unité de hauteur. Okay, on est capable de visionner ça. De nos jours, pour référence, le standard YouTube, puis le standard des caméras plus modernes et la télévision, c'est du 16 pour 9, qui se traduit en 1.8 pour 1. Fait qu'on passait de 1.5 pour 1 à 1.8 pour 1 dans les temps modernes, mettons. Okay. Puis entre les deux, il y a eu du 4.3 aussi, je crois. Le 4.3, je ne l'ai pas vraiment vu dans mes recherches, mais... Je sais, oui, probablement. Okay. Je sais pas exactement c'est quoi. L'affaire, c'est que, ouais, là, tu sais, je parle de 35 mm, mais il y en a d'autres qui sont plus petits. Il y a du 16 mm, puis je pense qu'il y a du 8 mm qui était plus destiné à des amateurs ou du cinéma de maison. Des petites caméras mini portatives. Okay. Fait que ça, je pense que c'est peut-être ça le 4.3, où effectivement, en cinéma, il y a sûrement ça, mais bon. Là, c'est là que je vais embarquer là-dedans, c'est qu'en 1929, il y a le film Fox Grandeur qui sort, qui est le premier film à utiliser du film 70 mm. Donc, avec un ratio beaucoup plus grand. Donc, le 70 mm est plus large. Je vais avoir des dimensions tantôt, là, mais il est plus large. Puis il y avait encore 4 perforations. Donc, c'était à peu près... Ça ressemblait... Là, en fait, non, il était plus large. C'était du 2.13 pour 1. Fait que tantôt, vous vous rappelez, j'ai dit on avait du 1.5 pour 1, le 2.13 pour 1. Donc, avec un film plus large, donc la résolution était meilleure. Tu sais, si ton film d'origine il est plus large, tu as juste une meilleure qualité visuelle. Ce qui était quand même innovateur à l'époque. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Parce que ça n'a pas stické son affaire. Il y a eu la Grande Dépression qui est arrivée, puis c'est un peu tombé à l'eau parce que les cinémas n'étaient pas prêts à investir là-dedans. Sûrement à cette époque-là, quand il y a eu la Grande Dépression, les gens, c'était un peu le dernier de leurs soucis, aller au cinéma ou investir dans un divertissement. Tu sais. Exact, ouais, c'est ça. Dans la pyramide de Maslow, c'est assez loin, le cinéma, dans les besoins. Tu sais. Ouais, exact, c'est loin. Puis en plus, le cinéma, dans ce temps-là, c'était novateur, c'était une nouvelle technologie, fait que ça coûtait cher. Fait que c'est ça, fait que c'est drôle parce que ça, c'est comme l'innovation en 1929 était là, ça existait, puis on dirait que ça s'est comme perdu dans le temps après. Parce que après ça, ce qui est arrivé dans les années 50, c'est que tout le monde avait des télévisions chez eux, ou c'était, mettons, de plus en plus populaire. Donc les cinémas, ils cherchaient un moyen de ramener les gens dans les cinémas et loin de leur télévision. C'est là qu'il y a comme eu une genre de ruée vers l'art des cinémas pour ramener les films large format. Ouais. Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question-là un peu. Pourquoi j'irais au cinéma si je peux juste avoir le film chez nous, tu sais. Avant, c'était on se disait, OK, là, il sort pas, il sort avant au cinéma, mais c'est plus vrai. T'sais. Maintenant, il y a des plateformes comme Disney qui sortent les films jour 1 en streaming. Alors, la question encore se pose, pourquoi j'irais au cinéma? T'sais, je pense que les cinémas, ce qu'ils veulent vendre,
leur élément, c'est l'expérience. Fait que tu dis, mettons, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son, le popcorn, c'est niaiseux, mais c'est l'ensemble du cinéma qui fait le cinéma. Ouais, effectivement, c'est vrai que de nos jours, en plus, c'est ça, le questionnement revient. Puis tu sais, les écrans géants, c'est le fun, mais je sais pas toi, mais moi, quand j'écoute un film qui est large, on dirait que j'oublie à un moment donné que c'est large, puis je suis juste immersé dans le moment, puis on dirait que j'oublie exact. par rapport à la télévision, tu sais. Ouais, puis je me souviens, en plus, quand on était plus jeune, il y avait une affaire, c'était comme aller jouer au Xbox au cinéma, puis là, on se dit, ça doit être malade. Puis finalement, tu le fais, puis non, en dedans de 2 minutes, tu t'habitues, puis il n'y a pas vraiment d'éléments particuliers. On était allés ensemble à ça ou j'étais pas allé avec toi, je me rappelle plus. Il y avait c'était genre un party un peu après le travail, là, quand on travaillait au cinéma. Oui. Il y avait ça un soir. Hein. Oui, exactement. On avait joué il y avait du monde qui jouait à NHL, me semble, là, sur le gros écran. Fait que ça, ce que je disais, c'est que dans les années 50, c'est ça, les cinémas, ils veulent ramener les gens. Donc, ils veulent un peu s'éloigner du film 35 mm et essayer de trouver quelque chose qui est de plus belle qualité. Donc, un film qui est plus large ou des écrans qui ont généralement un aspect ratio plus large. Donc, comme je disais, un rectangle qui est juste plus large en largeur, donc plus vers du 16-9 comme on va aujourd'hui. Donc, il y a eu plusieurs essais, fait que je vais parler un peu de tous les trucs qui ont essayé, et ça va nous amener ensuite vers le IMAX naturellement. Donc, en 1952, le Cinérama, ça s'appelle, ils ont comme sorti ça. Ça n'a pas duré très longtemps, de ce que je me rappelle, mais c'est juste 3 projecteurs 35 mm qui sont comme synchronisés pour projeter sur un écran qui est en courbe. Un gros écran courbé, OK? Tellement qu'il est courbé, là, il fait 146 degrés d'arc. OK. D'arc. Fait que dans le fond, un arc de cercle de 146 degrés, c'est quasiment... Tu sais, ça ressemble, pour référence, 180 degrés, c'est la moitié d'un cylindre. Là. Fait que c'est quasiment un demi-cylindre, là, ton écran courbé, là, dans le cinéma. OK. Avec 3 projecteurs qui sont alignés. Donc... Puisque les 3 projecteurs projettent la même image séparée en 3? C'est 3 images différentes. Okay. Et en fait, il y a un petit peu d'overlap entre les deux pour permettre un peu de fluidité ou éliminer d'avoir juste une ligne là, qui les sépare. Fait qu'il y a un petit peu d'overlap entre les images, mais c'est généralement 3 images indépendantes. C'était un peu la VR avant son temps, en fond. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça ressemble un peu au VR parce que c'est vrai que 146 degrés, t'es dedans. Là, fait que si tu tournes à gauche puis versus tu tournes à droite, tu pourrais avoir 2 films un peu différents. Ben, pas 2 films différents, mais tu vois pas les mêmes éléments du film. Il faut vraiment que tu déplaces la tête pour voir le film. Oui, puis j'essaie de comparer. J'ai pas pris de mesure pour voir à quoi ça ressemble par rapport à ce qu'on a vu après, mais oui, c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est le champ de vision d'un humain, ça doit pas être 140. Non, effectivement, mais tu sais, effectivement. C'est vrai que c'est énorme, tu sais, c'est tellement énorme, puis ça n'a pas stické parce que c'était pas assez. De ce que je comprends, c'était fluide, mais c'était pas assez fluide. Puis ça prenait des films qui étaient vraiment filmés avec, je pense, 3 caméras en même temps, puis ça demandait un setup vraiment difficile à faire. C'était trop compliqué, ça n'en valait pas la peine. Ensuite, en 1953, donc un an plus tard, le CinemaScope commence à exister. Ce que c'est, j'ai introduit donc un nouveau terme, la lentille anamorphosée. C'est un nouveau format large qui a commencé à exister. Donc, ce que c'est qu'on filme et on projette avec un film standard 35 mm, mais qui est comme transformé en widescreen. Plus proche d'un format qui serait du 70 mm. Mais le problème avec ça, c'est qu'on filme avec un contenu qui est écrasé, puis on va l'étirer par la suite. Donc, tu as beaucoup de flou, tu as du film grain, du grain de film. Le grain de film, pour ceux qui ne sachent pas, c'est comme un genre de sable qui est possible de voir dans les films qui ont été filmés avec du vrai film et non digital. Juste la granularité du film physiquement lui-même. Puis là, quand tu agrandis, tu vois l'imperfection. Exact, t'en vois plus. Tous les films qui ont été filmés avec du film qui sont pas retouchés, tu n'en vois naturellement. C'est comme ça qu'on fait pour identifier entre les deux. Là. Mais oui, c'est ça. La granularité, là, dans ce cas-là, dans le cas d'une cinémascope, était vraiment plus prononcée, dans le fond. C'est quand même intéressant parce que ça devait faire une contrainte sur la fabrication lui-même du film. T'sais, il devrait avoir beaucoup de... Les gens qui fabriquaient le film devaient faire vraiment attention qu'il y ait le moins de granularité possible. Ça devenait peut-être complexe à fabriquer pour que la qualité soit bonne, j'imagine. Je pense que dans ce cas-là, oui. Je pense que tous les films de 35 mm en général, c'est de l'optique. Là. Je pense que de l'optique, c'est tout le temps des grosses contraintes, puis c'est tout le temps très petit. Puis surtout dans ces années-là, dans les années 50, là, il devait pas avoir des moyens exceptionnels là, de faire des grosses tolérances, j'imagine. C'est ça, je me dis. Mais ça reste que, je pense que comment tu devais différencier peut-être la qualité d'un film à l'autre, c'était la fabrication qui permet d'avoir plus ou moins de granularité, possiblement. Ouais, puis tu sais, dans ce cas-là, ce qui est important à comprendre, c'est que c'était le même film c'était du film 35 mm standard. Puis c'était vraiment la lentille anamorphosée qui venait faire l'écrasement ou l'étirement après. Dans le fond, quand tu projetais, tu avais besoin d'un adaptateur spécial pour l'étirer. Mais c'est ça, fait que oui, tu avais plus d'imperfections. Fait que c'était comme un faux widescreen. C'est comme un widescreen qui est de moins bonne qualité.
Fait que widescreen étant ce que je parlais au début du 16:9 ou des gros formats plus larges, là, comme on voit là. OK. Donc par la suite, en 1954, donc un an plus tard, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées qui essayent. Il y a le VistaVision. Donc le VistaVision, c'est intéressant, c'était utilisé pour filmer des séquences, dans le fond, les séquences à effets spéciaux des 3 premiers Star Wars. Ah ouais? Parce que c'était une plus belle qualité. Donc, j'ai parlé du grain de film, la granularité. Là. T'avais le bon terme. Là. La qualité du film est améliorée dans ce cas-là pour retirer le grain lorsqu'on filme en widescreen. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, le faux widescreen, il y avait du flou, il y avait de la granularité. Mais là, on vient filmer horizontalement. On vient changer la game. Puis ça va être important pour les IMAX de filmer horizontalement. Donc, normalement, on filme verticalement. Donc, le film se déplace verticalement dans la caméra. Ouais. Et ensuite, on le projette de la même manière. Donc, tu as ton film, puis tu as des perforations sur le côté. Puis c'est ça, je disais, les perforations entraînent le film verticalement. Mhm. Mais là, c'est horizontal. Fait que ce qu'on fait, c'est que ton carré, là, qui est ton rectangle horizontal, on le flippe sur le côté. Fait qu'on peut imaginer un rectangle qui est plus grand maintenant. OK. C'est juste ça. En fait, je dis c'est juste ça, c'est pas juste ça. Donc, ton rectangle est maintenant vertical. Mais aussi, on l'élargit. Donc, ça devient un peu un carré. C'est pas un rectangle. Parce qu'on ajoute des perforations. En place de 4, on est maintenant à 8 perforations. Donc, c'est un peu un carré. L'aspect ratio, il change à ce moment-là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils viennent peut-être le couper par la suite. Mais dans le fond, ça, c'est ça l'affaire, c'est que on capte une image beaucoup plus grande qu'on vient rétrécir ensuite. Donc, je pense qu'ils coupaient à la fin là, pour venir ajuster l'aspect ratio. Donc, c'était juste pour filmer avec une meilleure qualité et après, on rapetisse. Puis là, par rapport au IMAX, on est encore avant. IMAX n'existe pas. Là. IMAX n'existe pas. Puis je suis désolé, puis je sais que c'est un gros préambule, mais c'est intéressant. tu vas comprendre. Je me demande justement, IMAX, qu'est-ce qui amenait de différent? Ouais. Mais c'est un peu un mix de tout. Puis c'est ça que je trouve malade. C'est ça que je trouvais important de mentionner. Fait que, ouais, effectivement, IMAX, ils ont comme combiné plusieurs innovations ensemble. Donc, je vais continuer. Donc c'est ça. Fait que pour résumer le VistaVision, on filme dans l'autre sens, on filme horizontalement. Et puis, on filme avec un film qui est plus large. Donc, ça ressemble un peu à un carré, là, le film qu'on prend. Et puis, à la fin, on l'élargit, on le rapetisse, excuse. Fait qu'en rapetissant, il y a moins de granularité. Ensuite, en 1957, il y a une innovation très importante, le Ultra Panavision 70, que tu as peut-être déjà entendu parler. Est-ce que Panavision fait référence à genre Panasonic ou ces affaires-là? Je sais pas, mais je pense pas. Je pense que le mot Pana est probablement similaire entre les deux, mais... Pour panorama, peut-être. Ouais. C'est ça, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça la technologie? Ça ferait un large panorama? C'est ça l'affaire. C'est de loin le standard le plus large qui a existé. OK. D'où le nom, probablement. Ouais, tu sais, je m'étais mis dans les notes... Ouais, exact. Je m'étais mis dans les notes le ultra-wide, tu sais, des écrans ultra-wide, des moniteurs, là, de gaming, là, ultra-wide. L'aspect ratio, c'est du 21:9, fait que c'est du 2.3:1. OK. Mais le Ultra Vision 70, c'est du 2.8:1. C'est vraiment très large. C'est vraiment, vraiment large pour la hauteur. Là. Puis dans le fond, il y a juste une dizaine de films qui sont faits avec ça, dont Ben-Hur, Lawrence of Arabia. Okay. Et il y a une dizaine de films, puis dans les 10, il y a un film quand même intéressant, Les 8 enragés de Tarantino en 2018. Oh, okay. Ah ouais? Tarantino, il a déniché un de ces caméras et projecteurs-là. Ils l'ont réparé, puis ils l'ont utilisé pour filmer leur film au complet avec ça. Au complet, tout le film est... Avec un vrai film. C'est quoi le... Qu'est-ce que tu penses que Tarantino voulait amener avec ce genre de technologie-là? C'est plus... Qu'est-ce que la largeur amène au film? Je sais pas c'est quoi exactement, mais j'ai vu un terme à un moment donné pour le décrire. Je pense que c'est ça dans le marketing qu'utilisait Eightful Eight. Il y avait ça du Glorious 70mm. C'est juste absurdement large. Puis Tarantino, c'est un peu un romantique, puis un peu un fan des westerns, puis ces vieux films-là. Puis tu vas voir après l'Ultra Panavision, il y a le Super Panavision 70 qui est un petit peu moins hot. Fait que le Ultra Panavision, c'est un peu vu comme un genre d'idéal dans ce temps-là. Les gros films épiques de cette époque-là sont filmés comme ça. Donc Ben-Hur, il y a une séquence dans Ben-Hur que moi je l'ai pas écouté, mais il y a une séquence qui sont comme en chariot. Oui, bien sûr. Et on voit genre 4 chariots. Là. C'est tellement large, là, on voit tout. Puis tu vois la foule aussi, puis ça prend vraiment... Maintenant que tu le dis, effectivement, cette scène-là, je pense que tout le monde qui a vu Ben-Hur se souvient à peu près juste de cette scène-là. À part les je pense que c'est ça qui reste. Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens de la course de char, là, effectivement. Tu l'as-tu déjà vu, là? Ben-Hur, oui, bien sûr. Ah ouais, ok. Moi, je pense qu'il passe à Pâques à peu près à chaque année. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mon père, il me parle souvent de... Je pense que le film de Jésus, je pense que c'est peut-être aussi du Ultra Panavision 70. Ah, peut-être. Possiblement, mais je suis pas sûr. Fait que ces gros films-là, tu sais. OK. Exactement. Fait que, comment ils font ça? Donc, on vient combiner des techniques. C'est comme ça qu'on fait. Donc, premièrement, on utilise une lentille anamorphosée.
comme j'ai parlé tantôt, donc on vient filmer avec un film qu'on vient étirer par la suite. Puis en plus, à place de juste prendre à l'origine un 35 mm, on prend un vrai film 70 mm à l'origine. Donc on prend un 70 mm, mais après on le coupe. Okay. Puis ça fait quelque chose qui est juste vraiment énorme. On prend un 70 mm puis on l'étire encore plus finalement. Mais quand tu dis on l'étire, là, on l'étire mécaniquement. On prend le film puis on l'étire. Non, excuse. Ouais, je dis étire, mais non. C'est juste que dans le fond, tu prends ton 70 mm, mais à place de filmer dans le vrai ratio de ton 70 mm, tu vas filmer à l'intérieur de ça. Tu vas comme cropper ton 70 mm. Ouais, je comprends. OK. Fait que tu prends la largeur du 70, mais tu prends pas sa hauteur nécessairement. Exactement, ouais. Ce qui donne un ratio absurde. Ouais, c'est ça. Ça donne un ratio vraiment élevé. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ça ressemble un peu à ça, l'Ultra Panavision 70, mais ça dure pas vraiment longtemps parce qu'après, ils vont switcher pour le Super Panavision 70 en 1959, qui est un petit peu plus streamline de ce que je comprends. On voit qu'il y avait de la suite dans les idées. Ouais. Ultra, super. Ouais. Y a-tu le méga? Non, il n'y a pas le méga. OK. Ça aurait été non, puis en fait, ça va arrêter là aussi. Tu sais, le Super Panavision devient un genre de standard. Là. J'ai pas la liste de films, mais c'est un petit peu plus facile à utiliser. C'est pas une lentille anamorphosée, c'est une vraie lentille standard sphérique. Puis on utilise du 70 mm standard, donc c'est du 70 mm avec 4 perforations. Fait que je sais pas exactement c'est quoi les dimensions. Là. Fait que pour l'époque, c'est comme un nouvel idéal vers quoi on va se tourner. Là. OK. Fait que le aspect ratio est de 2.2 pour 1. Fait que tantôt, on était à 2.8 pour 1. Fait que le Super Panavision est moins large que le Ultra Panavision. Fait que c'est un peu une nouveauté qui, c'est ça, est comme moins large et c'est plus facile à approcher dans les cinémas, c'est plus facile à utiliser. Ça termine la préambule. OK. Là, j'ai dit beaucoup d'informations, mais... Ça me fait penser un peu à Red Dead. Là. Tu joues pendant 20 heures, puis là, c'est comme t'as fini l'intro. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant. Là. On voit que ouais. Les cartes sont posées sur la table. Mais tu sais, en réalité, c'est ça, c'est grosse préambule, mais en réalité, j'ai peut-être la moitié de fait. Là. Ça va aller non, mais après, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, ça revient à ce que je disais au début, le IMAX, quand je me disais, OK, c'est quoi l'invention? Mais là, je me rends compte qu'il y a une succession d'innovations jusqu'à culminer probablement à IMAX. Exactement, ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, l'histoire, c'est souvent ça, tu sais, en secondaire 5, là, ils nous faisaient faire un schéma des événements, là. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Je trouvais ça intéressant parce que l'histoire, c'est un peu ça, tu sais, c'est un fil conducteur, tu sais, il n'y a jamais quelque chose qui arrive de nulle part, il y a tout un genre de séquence, il y a tout une explication. Puis, tu sais, avec la Grande Dépression, qui fait que là, OK, l'idée de 110 mm est annulée, et puis par la suite, dans les années 50, à cause de la télévision, ben là, on veut se retourner vers le cinéma large. Je pense que c'est ça, puis que ce soit l'histoire, mais c'est aussi la science. La base scientifique, c'est ça, en fait. C'est de prendre quelque chose que tu n'as pas nécessairement inventé, mais tu l'améliores, tu règles ses défauts, tu ajoutes des avantages, ça devient une nouvelle technologie ou un nouveau produit. Puis en faisant ça de manière répétée, on arrive à des choses qui sont extrêmement poussées. T'sais. Je pense pas que quelqu'un aurait pu inventer un smartphone jour 1. Mais quelqu'un a inventé le téléphone, quelqu'un a inventé la connectivité, quelqu'un a inventé les écrans tactiles. Puis de fil en aiguille, c'est ça le fondement de la science. Puis c'est super intéressant parce que ce que c'est de nous montrer, c'est vraiment tous les efforts qui ont été mis. C'est pas un seul homme qui est arrivé du jour au lendemain puis il a dit bon, ben maintenant là, on a le IMAX, mettez vos lunettes, puis c'est parti. C'est ça, là, c'est arrivé. Ouais, ouais, t'as raison. Puis ça me fait penser à quelque chose par rapport à l'épisode spécial qui est non numéroté que j'ai comme teasé tantôt. L'invité m'a expliqué la différence entre innovation et invention. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Moi, je ne savais pas. Là, mais... Vas-y, éclaire-moi. Donc, une innovation... Ok, non, je recommence. Une invention, c'est quelque chose qui a été inventé un peu de rien, même si ça n'existe pas, mais c'est plus quelque chose qui part de quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment fringe. Et une innovation, c'est une amélioration d'une autre innovation ou d'une invention. Okay. Fait que l'innovation, c'est plus une amélioration, puis l'invention, c'est comme plus de zéro. Dans l'innovation, il y a un facteur innovant qui est nouveau. En fait, tu apportes quelque chose de nouveau. Inventer, c'est vraiment... C'est nouveau également, mais tu n'as pas de base. Tu pars pas d'un référent connu. Exactement, ouais. Okay. C'est ça, c'est plus à partir de rien. Fait que c'est pour ça que je pense que les inventeurs, c'est plus du monde... quand on parle d'un inventeur, c'est moins un ingénieur. Des inventeurs, c'est plus du monde, je pense, qui sont dans leur sous-sol puis qui patentent des affaires. Là. Avec ce que tu me dis, c'est quelqu'un qui innove. Effectivement, ça ressemble plus à ce que nous, on fait au quotidien, toi et moi, en tant qu'ingénieurs. Peut-être qu'on peut inventer, ça peut arriver, mais l'invention, c'est quand même quelque chose qui est ponctuel ou qui est pas... Je pense pas que ta job, c'est être un inventeur, ou du moins. C'est pas quelque chose qui doit être commun. Puis ça va être aussi des gens qui sont capables de penser en dehors de la boîte. Et souvent, on dit qu'en ingénierie, on innove, on invente, mais
souvent on part de quelque chose qu'on connaît pour aller à quelque chose qu'on sait qui va fonctionner. Tu sais. On prend la science et on l'applique à des choses concrètes. Il faut que ça fonctionne. C'est plus ça qui est vraiment inventé. C'est vrai. Moi, j'aime mieux ça. Moi, je pense partir de quelque chose parce que je crois pas assez en mes capacités pour partir de rien. En tout cas, mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Innover, c'est l'avantage. Puis, je pense pas que tu ne crois pas en tes capacités. C'est plus que tu sais qu'il y a des gens qui ont fait avancer suffisamment les choses pour pas que tu ailles à leur faire. Je pense pas que si on voulait toujours inventer de A à Z, on progresserait pas. On aurait des choses intéressantes, des esprits les plus comment dire, excentriques, si on veut. Mais en innovant, on prend ces idées-là, on les améliore petit à petit. Ça fait que des gens comme toi ou moi, on est capable de participer quand même au processus scientifique. Ouais, ça, c'est une belle manière de le formuler. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais tu peux aussi dire que tu n'as pas assez confiance. J'ai pas confiance en moi, peut-être. Là, ouais. OK, ben là, fait que je vais continuer mon histoire. Donc là, on a parlé toute la préambule avec les super Panavision, les cinémascopes. Je vais venir vous résumer de ce qui est important de ça quand ça va avoir lieu, mais c'est juste intéressant de l'historique, pareil. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a un gars, OK? Graham Ferguson était son nom, c'est un cinéaste indépendant. Il a commencé à faire des films lorsqu'il était étudiant à l'Université de Toronto, fait que c'est un Canadien. Et puis, éventuellement, il va faire des films à New York. Fait que c'est juste un cinéaste indépendant. Et puis, en 1965, on l'approche et on veut qu'il produise un film pour l'Expo 67, qui va être 2 ans plus tard, donc à Montréal. On connaît l'Expo 67. Ouais. Les expositions sont souvent des endroits où il y a beaucoup d'innovation, puis il y a beaucoup de nouvelles idées, des présentations artistiques, toutes sortes de choses. Donc, il accepte, mais il y a une condition dans l'offre, c'est qu'il doit avoir une compagnie pour faire un film. Je ne sais pas pourquoi c'est une des conditions, mais c'est une sponsor? Des conditions. Ouais, c'est un peu un sponsor, carrément. Donc, Ferguson, ce qu'il va faire, il va approcher un de ses amis d'enfance, Robert Kerr. Robert Kerr était le maire de la ville de Galt, où que les deux ont grandi, et aussi il était gérant d'une imprimerie. Fait on voit le profil en plus gestionnaire. Fait que vous allez voir dans tous les acteurs qu'on va avoir, c'est vraiment intéressant tous les différents profils qu'aujourd'hui on voit dans l'ingénierie. Là. Fait que Ferguson, c'est le cinéaste indépendant, un peu plus l'artiste, et Kerr, c'est vraiment le gestionnaire. Fait qu'ensemble, ils vont s'allier, ils vont faire la Multi-Screen Corporation, qui va devenir IMAX plus tard. Donc, ils veulent faire un film. Donc, ils vont faire le film Polar Life ensemble, avec Kerr comme sponsor. En français, c'est La Vie polaire. Donc, c'est juste pour l'Expo 67, là, c'est un film expérimental dans lequel on a 11 écrans qui sont en forme de cercle. Et au milieu, l'audience tourne pour suivre les 11 écrans en succession. Elle tourne sur une plateforme ou c'est vraiment les gens qui se tournent? Non, ils tournent sur une plateforme. Fait que l'audience, exactement, sont assis sur un genre de siège et le siège, tout l'ensemble de sièges tourne pour suivre les 11 écrans. Puis c'est 11 écrans qui sont avec 11 projecteurs synchronisés pour faire un genre de film qui suit le mouvement de l'auditoire. Okay. Est-ce que le film est simultané à 360 degrés? C'est-à-dire que, mettons, tu pourrais te tourner et voir un élément du film, ou bien si tu te tournes, tu vas voir le futur, tu vas voir l'image d'après qui arrive? Non, fait que, ouais, comment c'est fait, c'est que c'est 11 écrans et il y a jamais le même film. Chaque écran est indépendant, dans le fond. C'est vraiment comme, encore là, c'est un peu comme la VR où il se passe plein de choses autour de toi, puis tu vas les voir quand tu vas être devant, mais il y a quelque chose qui se passe en simultané derrière toi. Je pense que derrière, il y a peut-être rien, par contre, là, parce que je pense que l'auditoire était comme, tu sais, c'est probablement un genre de champ de vision à peu près 146 degrés, comme on parlait tantôt, quelque chose comme ça, sûrement, là. Puis ils tournaient, puis là, les écrans derrière eux devaient être fermés, probablement. Mais quand ils arrivaient devant, mettons, t'avais une genre de suite. Puis je pense que c'était par rapport aux Inuits, les Inuits, je sais pas si c'est le bon terme. Inuits? Les Inuits, puis la vie polaire, là, je pense que c'est ça, pour ça que ça s'appelle Polar Life. Fait que ouais, je pense que c'est essentiellement ça, mais tu sais, c'est là qu'on voit l'idée de commencer à combiner des images ensemble par les créateurs du IMAX. Donc, ensuite, fait que par la suite, aussi à l'Expo 67, il y a un autre cinéaste qui est un cinéaste très important qui s'appelle Roman Croitor, ok? Je vais essayer. Je prononçais Croitor, mais je ne sais pas si ça se prononce bien. C'est Kroitor. Et avec d'autres co-réalisateurs, ils font le film Labyrinthe, où ça a été nommé après Into the Labyrinth. Ça, c'est vraiment plus expérimental. Puis Roman Croitor, c'est vraiment un crinqué, ok? C'est comme 3 parties. C'est comme une affaire du labyrinthe du Minotaure, dans le fond. La première partie, c'est un film qui est sur 2 écrans de 50 pieds. Donc, le premier écran... qui sont deux écrans de 50 pieds qui sont comme superposés, là, 50 pieds de large. Donc, le premier est projeté au sol horizontalement et l'autre est projeté au mur verticalement. Fait que ça fait un genre de T à l'envers.
Écoute, cinéaste expérimental, il n'y a rien à comprendre. Là, je sais pas pourquoi, là, mais tu vois qu'il joue avec les idées de combiner les images. Fait que là, après ça, il y a un labyrinthe, la deuxième partie. Et puis il y a la troisième partie qui est un deuxième film, que c'est 5 écrans qui font la forme d'un plus. Fait que c'est juste 5 projecteurs, 5 écrans. Mais c'est un film qui est un peu synchronisé. Fait que c'est plein d'événements qui ont l'air séparés. Et puis, en regardant le film, c'est comme tu vois qu'il y a un lien entre les écrans. Mais tu vois que là, c'est là que un peu ça l'a semé dans la tête à Roman, là, l'idée de faire quelque chose de combiné. Fait qu'on voit un peu la séquence. Ouais. Puis là, ça, c'est en 1967, OK? Fait qu'on sait qu'avant, dans les années 50, 60, ça existait, le cinémascope, tout ça. Je venais parler des projecteurs synchronisés. Mais là, Roman, il va aller... Ça va vraiment lui donner l'idée. Et, by the way, parenthèse sur Roman, c'est l'inventeur de la force dans Star Wars. Dans le fond, dans un de ses documentaires, il y a genre une entrevue avec... Ils ont comme un débat là, sur quelqu'un qui parle, je pense, de l'intelligence artificielle. Puis Roman, en voulant défendre l'espèce d'esprit humain, il dit « Ah, mais les humains, on a comme une force qui nous unit et qui nous traverse. » Puis George Lucas a été cité comme... en disant que c'est ce qui a directement influencé son idée pour la force dans Star Wars. Ok, donc il n'était pas directement impliqué dans la production Star Wars, mais c'est George Lucas, en entendant ça, qui est venu avec le concept. Ouais, exactement. Je comprends. C'est l'inspiration principale pour la force dans Star Wars. Ok, intéressant. Puis aussi, Roman, il a fait le film, c'est le réalisateur du film Univers, qui je pense c'est un genre de film d'animation sur l'espace, qui a été fait, je pense, dans les années peut-être fin 50, début 60, et c'est l'inspiration directe pour le film 2001, une Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui est un des films les plus populaires là, au monde. Fait que c'est l'inspiration directe que Kubrick a utilisée pour son film. Puis c'est un Canadien, Roman Carter, fait que c'est intéressant de voir un cinéaste canadien. Fait que je vous ai truqué, c'est pas un podcast d'innovation, mais c'est un podcast de film. Donc ensuite, les films sont bien, mais Roman, il note que c'est plate qu'il n'y a pas de continuité entre les films. Ça prendrait vraiment un gros film, trouver une manière de faire un gros écran. C'est là, c'est ça, comme je disais tantôt, que ça le craint. Puis pour l'Expo 70 à Osaka, au Japon, le groupe Fuji, je pense que c'est Fujifilm là, que ça a fait après. J'imagine, oui. Il demande à Kreuter de faire un film. OK. Fait que là, Kreuter, il décide de s'allier avec Ferguson et Kerr et les autres. Ça, c'est les gars qu'on a parlé au début parce qu'ils se sont rencontrés à l'Expo 67. Et ensemble, Multiscreen Corporation devient IMAX. Ils changent le nom puis ils s'allient. Donc, IMAX pour Image Maximum. Donc là, Kreuter, ils vendent l'idée à Fuji sur un nouveau système de projection et de caméra qui serait vraiment plus grand pour l'Expo 70 au Japon. L'idée est de développer un film plus grand et justement de le flipper sur le côté pour profiter de la hauteur, un peu comme on a parlé tantôt. Donc, non pas avoir un rectangle horizontal, mais un rectangle vertical. Okay. Mais en même temps, un peu comme tantôt aussi, là, je me rappelle plus c'était quelle innovation, mais faire élargir en même temps là, le film. Fait qu'on projette verticalement et non, horizontalement, fait qu'on le tourne sur le côté et on a un écran qui est juste plus large en même temps. On fait un film qui est plus large. C'est ça la genèse du IMAX. Puis pour faire une caméra pour filmer comme ça a été assez facile. Ils ont embauché l'aide de Jan Jacobsen, qui est un Norvégien, qui a développé une caméra pour ça, de ce que je comprends, assez aisément. Donc avec du film 70 mm, mais avec 15 perforations à place de 4 perforations. Fait que c'est un peu lui qui a inventé la caméra IMAX, la première. Ouais, exact. C'est lui l'inventeur. Je pense qu'il y a un brevet aussi par rapport à ça, là, okay. où il y avait un brevet. Exact. Fait que tu peux t'imaginer, fait comme je parlais tantôt, un petit rectangle horizontal avec 4 perforations pour du 35 mm. Là, on est 70 mm, donc c'est beaucoup plus large. Et à place de 4 perforations, c'est 15 perforations, donc c'est beaucoup plus haut. Et puis on le tourne sur le côté de 90 degrés. C'est ça qui donne l'écran du IMAX. C'est ça le form factor du IMAX. Ça ressemble plus à un carré là, qu'un écran horizontal. Okay. Il y a un problème par contre. Filmer c'est correct. Mais tu sais, il y a quelques problèmes, puis ça va venir aussi pour la projection, c'est que c'est tellement long, c'est tellement plus long que ce qu'on avait avant, que ça demande beaucoup plus de vitesse, parce que tu veux quand même avoir ton 24 images par seconde. Mais t'as un film qui est comme... T'as plus de distance à parcourir. T'as 8 fois plus d'air, ouais, t'as plus de distance à parcourir. Fait que normalement, on avait les mécanismes intermittents que je vous avais parlé au début. Mm-hmm. Fait que là, Jan Jacobsen, qui fait la caméra, il doit développer un genre de 2 sets de dents qui bougent en alternance pour faire chacun 7.1 perforations chacune sur 15. J'ai pas trop embarqué dans le détail de ça, là, mais, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'informations là-dessus sur Internet. Mais c'est ça. De ce que je comprends, c'est assez facile. Donc, avec la caméra, il bouge le frame à la vitesse adéquate. Et juste pour comparer, dans le fond, c'est tellement long là, que
une seconde d'un film IMAX, c'est 1,7 mètres de film. OK? Une seconde. Interstellar a été filmé au complet en 70 mm Mais IMAX. je suis. C'est impressionnant, mais en même temps, je suis pas tant surpris parce que je me souviens que quand on était au cinéma, justement, là, c'était genre 4 bobines qu'il fallait amener dans la salle de projection, puis ça pesait une tonne. C'était impressionnant. Tu sais, ceux-là, en plus, ceux-là qu'on avait, nous autres, c'était pas des IMAX. Non, c'est ça. C'est du 35 mm, je pense. Je me souviens, c'était une tâche en soi, là, amener juste les bobines dans la salle de projection. Il fallait être 2 gars, puis on amenait ça. Puis... C'est vrai, c'était lourd, hein? Ouais, j'avais oublié ça, mais C'est ouais. juste du film, là. C'est juste qu'il y en a énormément de long. Exact. Ouais, c'est ça. Puis il y a le son qui est intégré aussi là-dedans, là, mais j'embarquerai pas vraiment dans le son. Là. Mais tu sais, pour te donner une idée, dans le fond, une bobine d'un film, les bobines d'un film IMAX, c'est d'à peu près 45 minutes. Là, puis c'est ça l'affaire. IMAX ont fait beaucoup de films. La majorité de leurs films 70 mm, IMAX standard, c'est des genres de documentaires de 45 minutes de nature. Tu sais, on voyait ça quand tu vas aux Galeries de la Capitale. Tu sais, c'est genre les dinosaures. C'est tout le temps le choix entre les dinosaures, le nouveau Avatar ou genre les ours polaires. Exactement, ouais, c'est juste ça. Tu sais, le choix est assez facile. Là. Mais tu sais, un film standard, un documentaire standard, là, c'est à peu près 38 pouces de large, la bobine, dans le fond. Ouais, fait qu'il y avait des 12 pouces du Subway, là, c'est genre 3-12 pouces de Subway. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment immense. Nouvelle unité de mesure. Ouais, 12 pouces de Subway. Ouais. Ma blonde fait ça aussi, à quantifier des longueurs avec des 12 pouces Subway. Ben, je pense que c'est comme ça. J'ai envie de croire que c'est comme ça que le système impérial a commencé à exister. C'est genre le pied du roi. Là. Un pied, je pense que c'est le pied d'un des rois, Louis XIV. J'ai déjà entendu ça, effectivement. Toi, tu penses que c'est le 12 pouces BMT. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, peut-être pour illustrer peut-être aux gens que les distances, je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Personne n'est calme non plus, là, mais tu sais, c'est facile à voir, genre 3-12 pouces. T'sais. Effectivement. On a une référence claire. Tu peux pas tromper. Donc maintenant, je continue. Donc, fait que c'est ça. Fait que le mécanisme, ce qui est vraiment plus compliqué, puis là, je vais me dépêcher parce que ouais, ça commence à être long, mon affaire. Pour projeter le film, on a le problème que c'est trop long, justement, puis on n'est pas capable de projeter le film sans tout détruire le film. C'est trop rapide, ça demande trop de vitesse. Donc, Jan Jacobsen, qui a fait la caméra, il pense à un gars qu'il connaît qui s'appelle Jim Jones, qui est un Australien. Jim Jones avait développé le mécanisme de la loupe qui roule. En anglais, c'est le Rolling Loop Mechanism, qui est justement un mécanisme pour projeter du film 70 mm à une vitesse adéquate. Il avait breveté ça. Donc, l'équipe IMAX, ils s'en vont en Australie rencontrer Jim Jones et acheter le brevet de ça. Et Bill Shaw, qui est un ingénieur canadien, c'est lui qui a inventé vraiment le système IMAX. Il a vraiment adapté ce que Jim Jones a fait pour leur méga gros film 70 mm avec 15 perforations. Fait qu'un film qui est beaucoup plus large, il fallait l'adapter, là, la machine à Jim Jones, pour ça. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont adapté et ça a marché. Mais là, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que c'est là que je voulais en venir. Mon méga préambule, c'est juste pour arriver là, puis ça va vraiment pas être compliqué à... Je pense que c'est quand même compliqué à expliquer, puis moi-même, je le comprends pas à 100%. Là. Mais en gros, là, le projecteur IMAX, ça ressemble un peu à un gros baril de 38 pouces de diamètre. Okay? Un baril qui est à peu près haut comme ça, à peu près un pied de haut. Là. En fait, par rapport au sol, c'est très haut parce que tu veux projeter adéquatement dans un écran de cinéma. Là. Combien de pieds, t'as dit? Ben, peut-être un pied de haut, le vrai mécanisme, là, puis 38 pieds de diamètre. Fait que si je fais la conversion, c'est 38 pouces. Un Subway par 38, par 3 points quelques Subway, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais, merci. Ça ressemble à ça. Fait que des Subway, il y en a beaucoup. Fait que c'est un gros baril. Donc, à l'extérieur, t'as le stator, qui est un baril fixe qui tient toute la patente. Et à l'intérieur, t'as un rotor, t'as un baril qui tourne. Et c'est autour de ça que le film va s'enrouler, puis qu'il va être mis devant une lampe qui va le projeter. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut trouver une manière d'amortir le film. Il faut trouver une manière de le déplacer et qu'il reste, comme je disais tantôt, il faut qu'il reste fixe pendant une fraction de seconde pour qu'on ait l'illusion qu'il y a le film. Et après, il faut que ça soit obstrué. Donc, ce qu'ils vont faire, le rotor, il va avoir 3 fentes dedans qui sont espacées régulièrement. Et ils viennent instaurer une loop. C'est ça dans le mot, là, la rolling loop mechanism, là, la loop. Là. C'est carrément, c'est comme si tu prends une règle, là, tu sais, les vieilles règles qu'on avait au primaire là, qui sont pliantes, là, méga molles. Là. Ouais. Qui font full de bruit. Là. Ouais, tu peux taper puis ça fait du bruit, exactement. Genre, moi, j'en avais une mauve. Là. Okay. Tu sais, tu prends une règle comme ça ou tu prends n'importe quel ruban comme ça et tu fais juste prendre les deux extrémités puis tu les rapproches un peu de l'autre. Là. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une genre de parabole qui va se faire avec ta règle dans le milieu. Tu comprends-tu de quoi je parle? Ouais, je comprends. Ouais.
Fait que c'est ça que tu veux faire avec ton film. C'est ça qu'ils font. Ils génèrent des loops, des paraboles comme ça dans le film. Donc, au début du cycle, ils commencent à créer une loupe et puis ils apportent la loupe devant la projection et c'est ça qui est projeté devant la lentille. Donc, le fait de faire une loupe, ça amortit assez le choc. Il y a de l'air pressurisé là, qui vient mettre de la pression pour vraiment coller le plus possible le film. Mais tu as vraiment une grosse parabole dans le film et c'est ça qui est projeté. Fait que le film est en forme de parabole, puis la lumière est comme perpendiculaire à la parabole. Ouais. Ok. Je comprends pas pourquoi ça marche. Honnêtement, projeter une lumière parabole, dans mon sens, ça serait tout distordu, mais c'est vraiment ça qu'ils font, puis ça marche. Le film, il est standard, c'est juste en parabole, ils projettent ça, puis ça fonctionne. Ok. Puis c'est vraiment juste ça. C'est juste qu'on forme une genre de parabole, après ça vient devant la caméra, c'est projeté, et puis par la suite, vu que t'as plus ton rotor, il continue de tourner, puis là, t'es rendu à la partie obstruée. Fait que t'obstrues, et jusqu'à temps que t'amènes la prochaine loop. Là, quand t'as l'autre loop, ben là, tu projettes la deuxième frame, mettons. Deuxième image, et puis tu continues ainsi de suite pour le film. Ok. C'est juste ça. Voilà. Fait que Interstellar, un film qui a été filmé, comme je disais, en IMAX 70 mm au complet, pèse 600 livres. Les films, là, les bobines, c'est énorme. Là. C'est un des seuls gros films qui est filmé au complet, Ouais. juste en caméra IMAX. Fait en fait, c'est IMAX, ça. mettons, je vais voir un film IMAX ou je vais voir un film standard au cinéma. Ouais. Les IMAX, c'était vraiment la grande différence, là, c'est plus large, c'est ça. C'est plus large, c'est plus haut. Fait que ça ressemble plus à un carré qu'un gros rectangle, mais tu as vraiment une meilleure définition. Parce que ton film d'origine, il est tellement plus gros que tu as plus de résolution. C'est pas nécessairement sur la qualité de l'image, c'est vraiment comme sur le aspect ratio de ce que tu observes. Non, c'est la qualité aussi. Parce Ok. que si tu filmes sur un 35 mm, c'est un peu comme une caméra de celle, mettons 2 mégapixels. Et puis quand tu as ton film IMAX 70 mm, qui est un très gros film, là, physiquement, ça ressemble à ce que je te fais là, dans mes mains. Là. Mhm. Je l'ai pas dit, le format tantôt, là, je l'ai ici. Là, dans le fond, c'est 8 fois, en air, là, c'est 8 fois plus large qu'un 35 mm. Ok. C'est 8 fois plus large. Donc, c'est comme si tu passais d'une caméra 2 mégapixels à, mettons, 16 mégapixels à peu près. T'as beaucoup Fait que plus la de qualité résolution. est meilleure aussi. La qualité est vraiment meilleure, ouais, c'est ça. Puis en plus, l'aspect ratio est différent pour projeter. Fait qu'il en profite, dans le fond, de cette meilleure qualité-là pour te faire des plus gros Est-ce écrans. que IMAX fait uniquement référence à la caméra, l'image, ou ça comprend l'expérience, le son aussi? Il y a un aspect de son, mais oui, puis surtout dans les derniers temps, je pense qu'ils se sont alliés avec Dolby, puis il y a... Mais j'ai pas checké vraiment dans Fait le son. Mais je pense qu'aujourd'hui, que oui. oui, IMAX, c'est encore le format utilisé, la technologie utilisée, mais c'est un peu un branding aussi. Tu sais, Ouais. Tu vas voir au IMAX, tu vas voir un IMAX, Ouais. tu vas pour l'expérience totale. Tu sais que le son il va être bon, tu sais que la qualité va être bonne. Ouais, puis le son, puis tu sais, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui différencie le son, mais oui, effectivement. Puis tu sais, l'affaire, c'est que en plus, à cette heure, c'est plus vraiment, comme on disait tantôt, c'est plus vraiment du film, là, à cette heure, c'est tout digital, les projecteurs. Ouais. C'est plus pas en tout ça, là. Mais ce que je vous dis là, c'est l'origine Fait que- du IMAX. Fait que qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Tu sais, si, mettons, le film, là, les IMAX, c'était qu'on faisait la parabole, l'aspect ratio, là, c'est digital. Fait que c'est quoi la différence, un IMAX digital ou un IMAX sur du film? Tu sais? J'ai même pas checké. Fait que moi, j'ai pas checké, mais je me suis embarqué dans toute l'histoire du film, puis j'étais craqué, puis je me suis dit, pour la suite, si on veut voir, parce qu'il y a un aspect de digital remasterization, là, un système qu'ils ont inventé. Peut-être pour un autre épisode, peut-être qu'on le gardera pour plus tard. J'ai même pas embarqué là-dedans, ça me tentait plus. J'étais comme là, j'ai tellement de stock, c'est tellement lourd. Ça va rester de même. Mais à cette heure, c'est ça. Il y a Il plusieurs doit avoir une façon de projecteurs. digitaliser et avoir l'équivalent de ce que tu avais quand tu étais sur du film. J'imagine. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais que tout simplement, ils prennent des photos, ils font des scans des films. Ok. Mettons, pour les remasters, là, mettons, ils prennent des scans des films. Fait que peut-être qu'ils Mais- font juste. Ils les scannent d'une façon à obtenir le même effet que quand ils le projetaient en parabole et tout. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que quand tu es en digital, ça doit être vraiment. Du moment que tu trouves la bonne technologie pour, là, du moment que tu as une manière de le faire, ça doit être très facile à changer de format puis augmenter de résolution. C'est juste aussitôt que tu as une nouvelle innovation dans l'électronique, ben, tu peux projeter tous les formats que tu veux, je pense. Ok. Là. Je suis pas un expert là-dedans non plus, là, mais C'est bon. je pense que l'aspect. Moi, c'est ce qui me fascinait là-dedans, c'est vraiment l'aspect de la rolling loop. Le mécanisme, là, c'est vraiment. Il y a un brevet pour ça. Ils ont vraiment inventé. Ils ont dû se casser le coco pour trouver une solution mécanique. Étant mécanique, c'est un petit peu plus intéressant pour moi, mais je sais que pour la remasterisation, c'est aussi vraiment compliqué, là, côté électrique. Là. Pour le Osaka, finalement, l'Expo 70 Osaka, ils ont fait le film Tiger Child avec ce système-là. Puis là, c'était vraiment à la dernière minute, ça marchait pas, finalement, ils ont réussi à le faire. Puis à cette heure, c'est dommage, c'est un film perdu. Il est introuvable. Ah ouais? Avec ça, on a essayé de le trouver. On a trouvé les autres films que j'ai parlé, mais ce film-là, Tiger Child, il est introuvable. Parce que le film a été détruit? J'ai aucune On sait idée. pas. Fait que, il y a des films comme ça, des fois, des lost media ou des lost films, tu sais, c'est des films que
tu sais, avec l'ère d'Internet, souvent, il y a beaucoup de trucs qui se trouvent sur les sites de piratage ou sur YouTube ou que tu peux acheter en DVD. Ben, on prend beaucoup pour acquis ça. Tu sais, aujourd'hui, tu es capable de retrouver à peu près n'importe quoi. Mais quand tu y penses, avant, quand Internet n'existait pas, puis c'était tout sur du film, si t'es un petit cinéaste, comme tu dis, là, puis que tu fais un petit film expérimental, tu dois avoir une fois la copie, une fois la bobine, tu sais. Ouais, il faisait des copies. Ben, il faisait Mais des copies, c'est mais juste ouais, pour un lui, festival ou quelque chose du genre. Puis là, mettons, ton film, ben, la bobine brûle, c'est fini. C'est fini. Il n'y en a Ouais. plus. Effectivement, c'est ça l'affaire. Tu sais, au Canada, dans le fond, je pense que la différence, c'est peut-être au Canada, on a l'ONF, là, l'Organisme national du film, qui est comme plus dédié à la conservation du film. Puis je pense que c'est pour ça que les films que je vous ai parlé de l'Expo 67 à Montréal, c'est pour ça qu'on les a encore aujourd'hui, je pense. Je pense qu'au Japon, ils ont peut-être pas Ils ça. ont archivé, ils ont fait attention. Puis... Ouais, c'est ça. Tu peux les voir sur le site, là, même, là, gratuitement sur le site de l'ONF, là, les films que je vous ai parlé de l'Expo 67. Mais malheureusement, ceux-là de l'Expo 70, le Tiger Child, le premier film IMAX, il est introuvable, il est perdu à jamais. Tu sais. Je comprends. Fait que c'est vraiment triste. Ça ressemble à ça. Good. Hey, c'est vraiment intéressant, je trouve. Comme tu dis, il y a un gros préambule, mais tu vois vraiment toute l'évolution. Puis on dirait qu'un film, tout le monde a déjà vu un film. Tout le monde a déjà été au cinéma, mais moi, quand tu savais-tu que c'était des images qui arrêtent vraiment, puis qu'il y a une... Non, je pensais pas. C'est quand même quelque chose. Là. Il y a beaucoup de technologie là-dedans, puis de mécanismes. C'est quand même assez complexe. Puis, tu sais, c'est facile à dire, je veux filmer quelque chose, je pèse sur play. Là. C'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Là. Maintenant, dans un téléphone, tu es capable de filmer une très bonne qualité. Mais avant, c'était pas mal plus complexe. Ouais, 100%. Effectivement, c'était vraiment plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'ils ont dû casser le coco pour ça. Puis c'est ça, c'est le fun, c'est les Canadiens. Oui, tout à fait. Ben, Canadien, mais aussi multidisciplinaire, tu sais, multinationalité. Tu sais, le Norvégien, il y a un Australien, il y a l'Expo au Japon qui ont comme payé pour ça, tu sais. Puis moi, ce que je trouve intéressant, comme je disais au début, tu sais, les différents acteurs, on a comme le gestionnaire de projet, on a l'ingénieur Bill Shaw, puis les Jim Jones, puis le Norvégien. On a aussi les artistes qu'on peut, de nos jours, dans notre domaine, tu sais, les artistes, c'est un peu les gestionnaires de produits. Tu sais, qui ont un peu la vision. Designer un peu industriel. Ouais, designer industriel aussi. Tu sais, mettons, le Steve Jobs, c'est un peu plus un artiste dans ce sens-là. Un Elon Musk, c'est peut-être plus un gestionnaire mélangé à un ingénieur. Tu sais. Il y a comme différents profils. Puis dans cette histoire-là, on a vraiment comme l'archétype de chacun d'eux. Là, je trouve vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup pour ta présence. Ça conclut l'épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir refaire ça. Là. C'était vraiment hot. Tout à fait. Super. Ben, merci aux auditeurs surtout d'avoir écouté Accès à Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.